Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir l'actrice Brigitte Fossé. Brigitte Fossé, dès l'âge de 5 ans, crève l'écran en interprétant l'un des deux rôles principaux de Jeux interdits de René Clément, qui obtiendra un succès phénoménal en France et à l'étranger, et qui sera récompensé par un Lion d'or à la Mostra de Venise. C'est le début d'une carrière éclectique et libre qui amènera l'actrice à multiplier les rôles au cinéma, au théâtre et à la télévision. Elle joue Molière, Marivaux, Tchekhov, Ionesco, Cocteau, tout en inspirant les grands noms du cinéma comme François Truffaut et Robert Altman. Elle trouve sa place chez les francs-tireurs tels Bertrand Blier, Jean-Pierre Mocky ou Claude Faraldo, mais aussi chez des artistes plus intimistes comme Michel Deville et Claude Sauté. Et bien sûr, de grands succès populaires comme dans La Boum, où elle incarnera la mère d'une débutante nommée Sophie Marceau. Son talent éclate également dans les sagas télévisuelles telles Les gens de Mogador ou Le Château des Oliviers, pour lequel elle obtient un 7 d'or en 1994, et plus récemment dans la série Quartier des banques, où elle tient le rôle de Blanche Grangier. Brigitte Fossé a également publié une anthologie de textes autour de la sagesse et de la spiritualité, Mon abécédaire spirituel, et en 2017, À la recherche de Hugo, en hommage à un auteur qui cristallise son amour du verbe et de la liberté. Brigitte Fossé, bonjour. Bonjour, Et pour contente être d'être avec nous avec aujourd'hui, vous. merci, c'est très gentil. Et pour être avec nous aujourd'hui, nous avons donc Marie, Lucille, Elliot, Alexandre, Manon et Justine qui sont pour certains au BTS audiovisuel du lycée Carnot, d'autres en licence cinéma, donc Marie et Lucille à Paris Diderot, Alexandre est au Conservatoire libre du cinéma français à Paris et Manon est au lycée Bristol à Cannes. Voilà. Et à la technique aujourd'hui, nous avons Grégory qui s'occupe de nous euh, pour voilà, qui est au BTS audiovisuel du également. Pardon. On va première question. Vous avez eu votre premier rôle à l'âge de 5 ans, Brigitte. À quel moment avez-vous pris conscience qu'être actrice métier? À quel moment, pardon? À quel moment vous avez pris conscience qu'être actrice était un vrai métier, un métier? J'en ai pris conscience, tout de suite parce que quand je suis allée à l'audition de René Clément et il a demandé: «Qui est-ce qui a compris l'histoire que je viens de raconter?» Alors les petites filles qui avaient 5, 6 ans de plus que moi étaient intimidées, mais pas moi. Donc j'ai dit: «Moi j'ai compris». Il a dit: «Ah, tu as compris, mais alors viens à côté de moi». Donc j'ai fait tout le tour de la table, je suis venue à côté de lui. «Mais qu'est-ce que tu as compris?» Alors j'ai senti que c'était un travail, que c'était une épreuve, qu'il fallait bien répondre. Alors j'ai raconté ce que j'avais compris dans cette scène. Il m'a dit: «Alors maintenant, il faut me la raconter en riant». Alors j'ai raconté en riant et après: «Mais maintenant, il faut la raconter en pleurant». Alors j'ai essayé de la raconter en pleurant et il a dit: «Je veux la revoir. J'aimerais bien travailler avec elle». Et à ce moment-là, ma tante et ma mère se sont dégonflées. Elles ont dit: «Ah non, non, c'était pour rire, on l'a amenée, c'était un pari qu'on avait fait, mais on veut pas qu'elle travaille, elle est trop petite, elle va à l'école» et cetera. Et à ce moment-là, moi, j'ai dit: «C'est pas un travaillement, c'est un amusement». Donc j'ai senti que ce travail allait m'amuser. J'ai fait une faute de français en même temps et évidemment, ça fait rire René Clément et la fois d'après, je l'ai rencontré avec le scénariste, Jean Orange, et l'auteur du roman qui avait inspiré le scénario, Pierre Bost. Et là, j'ai senti qu'il y avait encore, une épreuve à passer et ça s'est bien passé. Mais j'ai senti que c'était un travail, que c'était un enjeu, parce que j'avais déjà vu des films. Je savais que c'était le fruit d'un travail. J'avais vu Les Temps modernes de Charlie Chaplin et puis un très beau film américain avec James Stewart, l'histoire d'un chef d'orchestre pendant la guerre, enfin, tout très, très connu, magnifique. Et donc je savais que c'était du travail. Et que comédienne, c'était un travail et finalement, c'est ça qui m'amusait dans le truc parce que je voulais faire partie du monde des adultes. J'avais 5 ans, j'avais pas le droit de parler avant le dessert, donc tout à coup, quelqu'un me disait: «Tu fais ceci, tu fais cela», déléguer une responsabilité, demander mon aide. C'était génial pour moi. C'est une promotion, promotion. Oui, à 5 ans, c'est très précoce déjà. Oui, j'étais jamais fatiguée. Je trouvais que c'était formidable. On se levait à 6 heures du matin.
On tournait parfois jusqu'à 19h, 20h et ma mère disait, «Maintenant il faut qu'elle aille se reposer». Je dis: «Non, non, c'est très bien, on continue, on continue». J'adorais ça, c'était merveilleux parce que René Clément était très exigeant et j'aimais ça, j'aimais ça. Pour moi, c'était un maître, un maître. Et dans la vie, il m'énervait beaucoup. Il m'énervait parce que il me touchait le bras en me disant: «Mon petit poisson, mon petit canard», horreur de ça. Je suis pas votre poisson, je suis pas votre canard. Ça devait être gai C'était un quand même peu sur long, le hein, comme tournage. réponse. Non, non, c'est très bien, c'est très bien. On est là pour ça, vraiment pour profiter de vous un maximum et de votre expérience. On a une première question d'Eliott. Alors ma question c'est du coup, vous êtes une actrice totalement instinctive ou avez-vous suivi une formation, après, plus tard? C'est une très bonne question. En vérité, j'ai suivi beaucoup de formations. J'ai toujours pensé que la meilleure formation, c'était le travail. C'est pourquoi, j'ai commencé par travailler dans le Grand Mall. On est venu me chercher, j'ai dit oui tout de suite. Mais j'ai dit: «Je veux bien le faire à condition que vous me libériez pour que je passe l'examen d'entrée au conservatoire au mois de septembre, quand on va tourner». Et ils m'ont dit: «Oui, oui, bien sûr, naturellement». Et naturellement, quand on est arrivé au mois de septembre, ils ont dit: «Non, non, on a dit ça parce qu'on voulait que tu fasses le film, mais finalement, tu vas pas passer ton examen d'entrée au conservatoire parce que tu tournes lundi prochain, le lundi d'après, le lundi d'après». Alors là, ça a été dur, j'ai dû me battre pour rentrer à Paris en disant: «Mais comment? Mais c'est quand même vous m'avez donné votre parole d'honneur». Et puis finalement, bon, j'ai passé l'examen d'entrée au conservatoire, c'était génial. Et tout de suite après, en rentrant du tournage du Grand Maune en 1967, je crois. Oui, c'est ça, c'est ça, c'était juin 67 quand j'ai terminé le tournage du Grand Maune. J'ai rencontré mon amie Marie-France Ionesco, la fille d'Eugène Ionesco, et je lui ai dit: «Je voudrais absolument faire du théâtre tout de suite, je veux étudier au conservatoire, mais en même temps pratiquer». Parce que moi, mon grand truc, c'était la pratique, apprendre sur le tas et étudier en même temps. Et donc, elle m'a présentée à Romain Weingarten, qui cherchait donc une jeune fille pour jouer dans l'été de Weingarten parce que la troupe qui avait créé la pièce partait dans les festivals. Et là, j'ai eu la chance d'être prise. Donc, j'ai joué de septembre 67 à mai 68. Je voulais jouer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et en plus, le metteur en scène jouait dans la pièce, donc tous les soirs, j'avais un cours particulier. Et en même temps, j'ai suivi les cours de Tania Balachova, parce que j'aimais beaucoup l'école russe. Et en même temps, il y a eu à ce moment-là le stage de Lee Strasberg à Paris. Donc, tout en jouant le soir, j'allais au cours de Lee Strasberg dans la journée et au cours de Tania Balachova. Et en même temps, je tournais, parce qu'on m'avait demandé dans le très joli film de Michel Deville, Raphaël ou le débauché. Donc je me levais à 3 heures du matin, j'allais tourner, je rentrais jouer. Je trouvais que c'était très professionnel là, pour une première année. J'étais très fière de faire tout ça. J'aimais bien, me tuer à la tâche, j'adorais ça. D'autant plus que j'avais comme modèle Gérard Philippe qui avait fait ça toute sa vie. Donc j'avais rencontré Jean Vilar, le maître, le grand maître du Théâtre national populaire, sur le film de Michel Deville, qui m'avait dit: «N'oublie jamais Brigitte, que quand tu tournes et que tu joues le soir au théâtre, il faut manger 4 fois plus». Je dis: «Ah bah, c'est comme ça que fait Gérard Philippe». Et oui, il mange 4 fois plus. Donc c'est ce que j'ai fait pour tenir. C'était amusant, très amusant. C'était Ouais, comme les marins, si vous voulez, un peu comme les marins quand il y a des tempêtes et je suis persuadée qu'ils mangent plus de sandwich que d'habitude. sans doute, oui. On a une question de Justine. Oui, alors, vous en avez déjà un peu parlé, mais, j'imagine qu'avec toutes ces personnes qui ont gravité autour de vous, vous avez eu des influences et des modèles pour le métier que vous exercez? J'ai pas bien entendu. Le Ah, son est un pardon, peu mon oreille aussi d'ailleurs. je vais parler plus lentement. Vas-y, Hem, articule. oui, je disais, vous en avez déjà parlé, mais j'imagine que vous avez des influences et des modèles dans votre métier? Oui. Oui, il y a des gens qui ont joué un rôle très, très important pour moi.
et qui m'ont donné l'envie de devenir comédienne de théâtre. Quand j'avais 15-16 ans, j'allais beaucoup au théâtre à Paris, j'allais voir jouer, Samy Frey, j'allais voir jouer Laurent Terzieff qui avait une troupe avec Pascal de Boisson, Claude Aufort, tout ça. Et puis j'allais voir aussi les pièces, mises en scène par Roger Planchon. Je voulais faire partie d'une troupe de théâtre vraiment comme avait fait Gérard Philippe. C'est-à-dire je voulais osciller tout le temps entre le théâtre et le cinéma, parce que j'avais l'impression qu'un acteur devait marcher sur 2 jambes et que le fait de faire du théâtre, développait beaucoup le corps et puis aussi le texte, le sens du verbe et qu'il fallait remplir la salle et ça me fascinait. Et puis j'avais le sentiment que le cinéma ou la télévision, c'était plus intimiste, qu'il fallait faire un travail, plus intérieur, plus sobre, mais peut-être plus intense encore parce que le moyen est plus retenu et donc il faut pas voir comment on travaille quand on c'est très intéressant. Au cinéma, une pensée se perçoit, mais au théâtre, il faut parfois faire un geste pour faire percevoir une pensée et ça me toutes ces façons de faire me passionnent et j'aime beaucoup changer de technique. Et donc comme modèle, j'avais Laurent Terzieff, acteur de cinéma, qui, heu, qui utilisait ses cachets pour sa troupe et pour mettre en scène des textes d'avant-garde. Il y avait également, Liv Ullmann au cinéma, parce que pour moi Liv Ullmann, Bibi Andersson, sont des actrices tellement intérieures qu'elles m'ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup fascinée par leur sincérité et ce travail tellement en profondeur que fait Bergman avec les comédiens. Et puis, j'aimais beaucoup aussi, les actrices américaines. J'adorais Marilyn Monroe et Vivien Leigh surtout, qui a fait beaucoup de théâtre aussi et beaucoup de cinéma. Et puis, j'ai toujours aimé toutes les grandes actrices russes. Surtout une fille qui jouait dans le film de Mikhaïlov, Elena Soloviev. C'est une de celles dont je me sens le plus proche, point de vue nature. Je suis du Nord, alors je suis près des Russes. Et puis aussi les acteurs anglais, j'adore la subtilité des acteurs anglais. J'adore Maggie Smith, j'adore Alec Guinness. Voilà, tout ça, ce sont des films qui m'ont beaucoup, beaucoup frappé. Le Pont sur la rivière, quoi, quand j'étais petite. Mes parents étaient cinéphiles, alors ils m'emmenaient au cinéma. Par des grands films, c'était génial. Mais aussi Jerry Lewis et Fernandel et Laurel et Hardy. J'ai eu une passion pour Laurel et Hardy, une passion. J'aime beaucoup le burlesque, beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup Brigitte pour ce partage. On a une question de Marie maintenant. Oui. Une question un peu plus unique sur votre métier. Donc, avez-vous eu recours à un moment de votre carrière à un agent artistique et pensez-vous que c'est nécessaire dans ce métier? Je pense qu'il est indispensable d'avoir un agent artistique, pour une raison évidente, c'est qu'un acteur est toujours exposé, surexposé et surtout maintenant avec les réseaux sociaux et tout ça, on est bombardé de demandes, de trucs, dans tous les domaines, que ce soit pour les tournages, pour les interviews, pour tout. Et un agent, c'est merveilleux parce que vous l'appelez, si vous avez confiance en lui, faut que ce soit, comme vous dites, un agent artistique. C'est-à-dire non seulement quelqu'un qui sait discuter les contrats et qui connaît le droit, mais aussi quelqu'un qui sait lire les scénarios, qui vous connaît bien et qui est attentif, qui sait vous écouter. Parce que un agent à qui on explique: «J'ai pas tellement envie de le faire pour telle raison» et cetera, tout à coup, si elle vous écoute bien, vous vous rendez compte que si finalement vous en avez envie parce que vous formulez mal les choses, parce qu'il faut les formuler. Le rapport qu'on a à la littérature, le rapport qu'on a au cinéma, pour moi, passe par le dialogue. Il y a rien de plus merveilleux que d'aller au cinéma et après parler du film avec les gens qu'on aime. Et quand on aime vraiment le cinoche et quand on est vraiment gourmand de cinéma, c'est ce qu'on fait.
D'ailleurs, regardez les gens gourmands à table, quand ils parlent du vin, quand ils parlent de la nourriture. Pour moi, le cinéma, c'est la même chose. Et donc, un agent artistique, c'est quelqu'un avec qui on partage la gourmandise de ce métier, le contact avec les metteurs en scène, la complicité vis-à-vis de la difficulté qu'on peut avoir dans la vie quotidienne sur un tournage. Pour moi, c'est un plaisir, un agent. Ça doit être une joie de communiquer avec un agent. Je suis restée avec la même toujours. J'ai toujours la même. Elle est très jeune de caractère. Elle voyage énormément. Elle va tout voir au théâtre. Elle rentre la nuit à pied chez elle. Elle est hollandaise. Donc, sa mère est née dans le Nord. Donc, comme je suis du Nord, on se comprend très bien. Mais elle parle 6 langues et bon, elle est très, très, très universelle. Elle aime la peinture, elle aime la sculpture, elle aime la musique classique. Sa mère était violoniste. Et donc, j'aime vivre avec elle depuis toujours. C'est comme ma sœur. J'ai beaucoup de chance, beaucoup de chance. J'ai bien répondu? Ah oui, oui. Marie? Ah Non, oui. parce que je crois que pas beaucoup d'actrices ont la chance d'avoir la même agent ou le même agent toute leur vie. Et ce sont les grands agents qui arrivent à rester longtemps comme ça avec les acteurs parce que ça devient une rencontre humaine capitale. C'est peut-être une des personnes avec lesquelles j'ai le plus de complicité. Elle sait tout de moi, tout, tout. Pourquoi j'ai fait Les Enfants du placard de Benoît Jacot, pourquoi j'ai joué dans Les Valseuses. D'ailleurs, elle s'y est opposée. Elle a dit, comment, toi, tu vas pas faire ça, c'est pas possible. Je dis, si, parce que si je suis pas capable de jouer une femme faible, je pourrais pas jouer une femme forte. Je suis comédienne. Rien de ce qui est humain ne me concerne pas. Tout doit me concerner. Elle était furieuse et mon père s'est fâché avec moi. Il a dit, je te parle plus. Je te parle plus parce que tu as joué dans Les Valseuses. Et en même temps, c'était un rôle qui m'a passionnée, très, très loin de moi, mais je crois que c'est ça qui est intéressant quand on est acteur, c'est de faire le grand écart entre sa propre nature et ce que vous demande un metteur en scène. Et finalement, les rôles qui vous demandent le plus de travail, qui sont plus loin de vous, sont souvent ceux qu'on réussit le mieux, parce qu'on les respecte infiniment et qu'on se dit, voilà, j'ai tout un cheminement à faire pour aller jusqu'à lui. Et tout à coup, on les aime passionnément, passionnément. C'est merveilleux, merveilleux. Et c'est merveilleux de trouver des metteurs en scène qui vous demandent de faire le contraire de ce que vous paraissez être. Ça prouve qu'ils ont beaucoup d'imagination et qui vous font confiance et qui savent que derrière l'apparence blonde, il y a plein d'autres trucs derrière. Et ça, c'est chouette. Merci beaucoup. On a une question de Lucille pour continuer. Oui, Oui, alors tout à l'heure, vous nous parliez des différences entre le jeu au théâtre et au cinéma. Vous avez toujours alterné les rôles au cinéma et au théâtre. Pensez-vous que la place de l'acteur est la même dans ces deux disciplines? la place de l'acteur est la même dans ces deux disciplines. Dans ces deux disciplines, oui. Pensez-vous que la place de l'acteur, pardon, j'ai pas compris la fin de la phrase. Pensez-vous que la place de l'acteur est la même dans ces deux disciplines? Euh, je pense que quand on est au théâtre, on est sur un espace qui ne change jamais, qui est la scène. On est dans un cadre qui ne change jamais. Et puis, on joue un texte et on défend un personnage à plusieurs. Et ça se passe dans le temps d'une manière chronologique. C'est-à-dire que dès les premières répétitions, on commence à travailler un petit peu à la table, la pièce, mais chronologiquement. Et ensuite, on répète chronologiquement et on se déplace dans l'espace en apprenant le texte. Donc, c'est aussi une façon de mémoriser, parce que nos déplacements dans notre corps font mémoriser ce qu'on dit à ce moment-là. Je trouve que c'est très différent du cinéma. Tous les jours, on arrive dans un espace différent. Tant qu'on ne sait pas où va être la caméra, on ne sait pas comment va être utilisé l'espace. On nous demande souvent de répéter avant de placer la caméra.
Et par contre, parfois, certains metteurs en scène disent: «La caméra sera là, vous serez là», et cetera. Il y a cette espèce de, comment dire, de cadre obligatoire dans le cinéma qui fait qu'intérieurement, on doit être très, très, très souple parce que, on a un peu une idée de ce que va être, un personnage, mais chaque jour, on remplit une case. C'est comme si on avait un grand patchwork et qu'aujourd'hui, on est au milieu du patchwork, on met du jaune, demain, on est à la fin, on met du rouge, et au début, on met du bleu, et intérieurement, on doit toujours garder notre courbe, savoir où on en est, de quelle couleur du rôle, ne pas louper un aspect. Les 2 sont vraiment passionnants. Je pense que le cinéma, c'est encore plus difficile que le théâtre parce que je pense pas qu'on contrôle son image. Je pense que seul le metteur en scène la contrôle, et il faut vraiment se mettre dans la main du metteur en scène. Je crois que c'est ça, faire confiance, échanger beaucoup, et voilà. Il y a même des metteurs en scène qui vous dirigent uniquement par le regard. C'est quand j'ai travaillé avec Benoît Jacquot dans Les Enfants du placard, sa présence suffisait. Je sentais s'il était content ou pas, ce qu'il voulait, enfin, on avait tellement parlé du rôle avant, au café, que je devinais. C'est bien aussi, parce que quelquefois, quand on a trop d'informations, on est complètement perdu. Alors souvent, le metteur en scène dit: «Qu'est-ce que vous proposez pour cette scène?» Alors, on répète avec les partenaires, puis il dit: «Moi, je la verrais un peu plus comme ci, un peu plus comme ça, ou non, 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 là, c'est bien, on va dans ce sens», mais avec beaucoup de délicatesse, parce que les acteurs sont des animaux très, très sauvages et très fragiles. C'est Kramer qui disait que ce sont des pur sang et que dès qu'on les chatouille un peu, ils se mettent à ruer. Donc il suffit de parler très doucement à un acteur. Les metteurs en scène qui se mettent en colère, à mon avis, c'est bien une fois sur un tournage, mais 2 fois, ça sert à rien. C'est contre-productif. Ça bloque, ça m'est arrivé. Mon premier film, mon premier long métrage, j'adorais Gabriel Albicocco et j'adorais Quinto, son père, qui était chef électro. Mais il se mettait souvent en colère contre, Jean Blaise, qui jouait le rôle du grand môle. Il a eu tellement peur qu'il a attrapé la jaundice, et on a eu 1 mois, pardon, d'interruption de tournage. Parce qu'il était pas raccord, il était tout jaune. Oui, c'est Moi, il s'est mis en colère seulement une fois contre moi, seulement une fois. Il s'est mis en colère parce qu'il trouvait que je ne pleurais pas assez dans la dernière scène, et il m'a bloquée, ce qui fait que, heu, j'étais tellement énervée contre moi-même, peut-être contre lui aussi, j'en sais rien, je me souviens plus, que j'arrivais pas à pleurer, et il m'a dit: «Tu me permets de te gifler?» J'ai dit: «Oui, oui, bien sûr, vas-y, vas-y». Il m'a donné une gifle, ça m'a dénoué, et on a tourné, c'était formidable. Et c'était gentil de me demander la permission quand même. oui, c'est vrai, c'est bien, c'est mieux. On a une question de Manon pour continuer. Donc ma question c'était, connaissez-vous vos rôles? Est-ce à partir du scénario ou du réalisateur et de la réalisatrice? Le scénario est très important, le metteur en scène est très important, les partenaires sont très importants, tous les facteurs sont très importants. Le plus important, c'est le scénario, parce que c'est une histoire que va raconter le metteur en scène, et si l'histoire est mauvaise, si ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de le faire. Mais si c'est une bonne histoire, si c'est bien écrit et qu'il y a une retenue dans, pour moi, le cinéma, ce qui est intéressant au cinéma, c'est ce qu'on ne dit pas. C'est-à-dire qu'un bon dialogue de cinéma, c'est le contraire d'un dialogue de théâtre. Si vous donnez toutes les intentions d'un personnage dans une scène de cinéma, il dit: «Je fais ceci parce que cela», il y a plus rien à jouer. Ce qui est intéressant, c'est la mauvaise foi des personnages, l'inconscient,
savent pas toujours pourquoi ils le disent, mais l'actrice doit le savoir. Et donc, l'histoire, le dialogue, très, très, très important. Mais en même temps, quand Claude Lelouch est venu me demander de tourner avec lui, le scénario n'était pas encore écrit, il m'a raconté l'histoire et j'avais très envie de tourner avec lui parce que je trouvais que c'était un génial directeur d'acteurs. Et quand Claude Sauté est venu me demander de tourner avec lui, il m'a raconté l'histoire en pleurant tellement il était ému par un mauvais fils lui-même. Il avait mis beaucoup de lui-même dans ce film. Et donc évidemment, j'ai pas attendu d'avoir le scénario en main, j'ai dit oui tout de suite. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand Robert Altman a vu le film que j'ai fait avec Jean-Charles Takela, Croque-la-Vie, et il m'a demandé de doubler son film Three Women, les trois femmes, de doubler le rôle de Shelley Duval, parce qu'il a dit j'ai écouté votre voix en fermant les yeux, je pensais votre voix possible avec le visage de Shelley Duval. J'ai dit oui tout de suite. Je suis allée rencontrer Altman sur le plateau. Ça s'invente pas un truc pareil. Le régisseur de plateau de doublage à Gennevilliers de trois femmes de Robert Altman, c'était Georges Poujouli. Extraordinaire. Je rencontre Georges Poujouli, je l'avais pas vu depuis tellement de temps, sur le plateau du doublage de trois femmes de Robert Altman. Et après, il me dit, je vais à Cannes au mois de mai, venez me voir. Je vais le voir à Cannes au mois de mai, je vais sur son bateau, je rencontre tous ses amis, Géraldine Chaplin, Keith Carradine, Michel Simon. On parle des films qu'on a vus à Cannes, tout ça. Et puis il me dit, tu vas au Festival de San Francisco avec François Truffaut et au Festival de New York en octobre. Viens me voir à Los Angeles. Appelle-moi de San Francisco. Je l'appelle de San Francisco, il me dit, prends l'avion, je viens te chercher à l'aéroport. Il vient me chercher à l'aéroport avec son bol de thé, comme font les Américains, il y a toujours un bol de thé, un truc à boire dans les bagnoles en Amérique. Et il me dit, tu es bien assise là? Je lui dis, oui, je suis très très bien assise. Il me dit eh bien écoute, ce soir tu dînes avec Paul Newman et si tu veux bien, tu seras sa femme dans mon prochain film. Alors là, évidemment, j'ai pas demandé ailleurs le scénario. Je lui fais confiance. Le scénario, on l'a eu au dernier moment sur le tournage, au dernier moment. Et dans le film, il y avait Vittorio Gassman, Fernando Rey, Bibi Anderson, Nina Van Palent, qui jouait dans Le Privé de Robert Altman. Oh là là, quel beau souvenir. Et Paul Newman, qui était un amour. Un amour. Il allait se coucher tous les soirs à 20h. Il se levait à 4h du matin pour son sauna. Et après son sauna, non, pardon, excusez-moi, il se levait à 4h du matin, on travaillait à Montréal, tout était glacé. Hein. C'était en janvier, était glacé, il faisait -30. Et il se levait à 4h du matin, il faisait 1 heure de course à pied, et après 1 heure de sauna. Et après, il venait au petit déjeuner. Et le soir, se couchait à 20h. Quelle discipline incroyable! Parce qu'il ne buvait jamais pendant le tournage et vers 16h, quand on arrêtait, parce qu'on était frigorifiés, il faisait -30, il buvait quelques bières. Il nous avait raconté que le docteur lui avait dit que s'il courait 1 heure par jour et s'il prenait un sauna d'1 heure, il éliminerait tout. Et en effet, il était mince comme un fil et c'était un amour et on prenait la voiture ensemble et je lui disais des gros mots. Je lui disais beaucoup de gros mots, on avait une relation très virile. Et du coup, on est devenus très amis. Il m'a demandé de prendre sa voiture, d'aller prendre le petit déjeuner dans sa caravane. Parce que Géraldine Chaplin m'avait dit, moi, j'ai pas pu parler à Paul Newman, j'ai pas pu lui parler tellement il est timide et il a toujours peur que, enfin, les femmes sont toutes amoureuses de lui. Moi, je pouvais pas être amoureuse de Paul Newman, il ressemble trop à mon père, donc je pouvais pas être amoureuse de lui. Donc, je me suis dit, je vais lui dire des gros mots. Je l'ai appelé dès le premier jour, j'ai dit des gros mots et je lui ai dit, fuck, on s'en va,
on va déjeuner au restaurant chinois. Et comme ça, on est devenus très amis et tout de suite, on a parlé de travail, c'était génial. Mais c'est vraiment la règle absolue du cinéma. La règle absolue du cinéma, c'est que pour arriver à travailler sérieusement, il faut plaisanter d'abord. Il faut absolument plaisanter d'abord. C'est le pass obligatoire. Merci beaucoup pour ce partage. On a une question d'Alexandre. Tout à fait. Je voulais parler en fait de la relation que vous avez avec les réalisateurs, enfin qu'un acteur a avec les réalisateurs. Et donc ma question c'est, être acteur, c'est un métier qui dépend aussi du désir des réalisateurs et des réalisatrices de travailler avec vous. C'est une situation qui génère de l'inquiétude. Oh, et comment? Oui. Et Mm. alors? Est-ce que ça donne de l'inquiétude? Mais complètement. Oui, C'est complètement, mais on dort pas de la nuit. Quelquefois, la veille d'un tournage, c'est terrifiant le premier jour du tournage. Mais le trac que je peux avoir le mois qui précède le tournage, mais c'est dingue parce que c'est comme une espèce de mayonnaise, on sait jamais si ça va prendre ou pas, si ça va tourner ou si ça va pas tourner. C'est incroyable. Cette préparation est capitale pour arriver complètement, disponible et pour penser à toutes les éventualités avant. S'adapter, tout le temps s'adapter. Voilà. S'adapter à l'ambiance, au maquillage, s'adapter avec les costumes, trouver le costume du rôle, déjà, c'est une préparation immense. La faire en complicité avec la costumière de manière à faire plaisir au metteur en scène. La faire en complicité avec le metteur en scène, mais en lui apportant plusieurs solutions. Parce que le problème du costume, c'est qu'il faut qu'il plaise et au metteur en scène et à l'acteur. Parce qu'un acteur qui se sent pas bien dans son costume, c'est comme si on a un problème de peau. C'est la même chose. C'est la peau du rôle, le costume, les chaussures, la coiffure, tout ça, c'est capital. Parce qu'après, il faut les oublier. Et pour pouvoir les oublier, il faut les aimer. Et tout ça, moi, me donne beaucoup de soucis, évidemment, mais en même temps, c'est un jeu, c'est comme le poker. C'est, on a des bonnes cartes en main, quelquefois on a les mauvaises cartes. Mais à mon avis, la seule façon d'y arriver, c'est d'y consacrer beaucoup de temps. J'aime bien, moi, consacrer une semaine entière à marcher dans les magasins avec la costumière, à essayer ceci, essayer cela, voir ceci, voir cela, jusqu'au moment où on trouve un truc qui est pile poil exactement, soit ce qu'on cherchait, soit un truc inattendu qui correspond parfaitement à ce qu'a dit le metteur en scène. C'est un métier qui demande beaucoup de temps, beaucoup de disponibilité intérieure, et une obsession. Moi, je trouve que c'est un métier d'obsession. Je suis complètement obsédée quand je prépare un film. J'adore être obsédée, j'adore. Au moins, pendant ce temps-là, j'ai pas d'autres problèmes. Génial. Dans la vie quotidienne, on a toutes sortes de problèmes. Il faut choisir ceci ou cela, faire ça, répondre, lire ça ou ça. Mais non, là, il y a que le film. C'est formidable. Quelle libération. C'est comme les nonnes. Les nonnes, elles disent, c'est merveilleux. Moi, j'adore être dans une abbaye. Je ne pense qu'à Dieu. Je suis très contente. J'ai que ça. Mais un petit peu, moi, je ressens ça quand j'ai mon scénario. Je suis mariée avec mon scénario. Je dors avec mon scénario. Je me réveille la nuit. Je le consulte. C'est génial. C'est une consécration. C'est se consacrer à quelque chose. Il n'y a rien de plus beau. Et le théâtre, c'est pareil. Sauf que le théâtre, c'est vampirique parce que vous jouez le soir, mais toute la journée, vous êtes bouffé de l'intérieur par le rôle. Vous vous dites, ah mon Dieu, il faut que j'arrive 2 heures avant ou 3 heures avant. Il faut que je fasse mon yoga avant. C'est très difficile de tourner un rôle dans la journée et de jouer le soir une pièce de théâtre. C'est très difficile. Pierre Arditi, il adore faire ça. Moi, ça m'est arrivé souvent de le faire, mais je trouve que c'est difficile. Mais j'adore, mais pas tout le temps, pas tout le temps. Mais j'aime bien être inquiète, en fait. La réponse, c'est ça. La réponse, c'est que j'aime bien être ravagée par un scénario et pourtant, quand c'est le dernier jour, oh, on a un poids énorme qui s'en va. Et ça vous manque après. On dit, oh là là. Alors là, on a une sorte de dépression.
postpartum, la dépression de la femme enceinte qui s'est libérée de son bébé pendant 1 mois. Qu'est-ce que je fais sans mon histoire? Et il y en a où j'ai pleuré à la fin. Pleuré parce que je voulais pas quitter le rôle. Par exemple, dans Les Fausses Confidences de Marivaux, filmé par Daniel Mossman, produit par Roger Coggio, je jouais à Raminte, il y avait Fanny Cotenson dedans, il y avait Jean-Pierre Bouvier, il y avait Roger Coggio. J'ai adoré. On a tourné c'était très beau justement là. Marivaux, c'est un texte qui est très économe, qui ne livre pas ses secrets. Donc on pouvait en faire un film. L'adaptation de Mossman était remarquable. Le dernier jour, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Quand j'ai arrêté de jouer La surprise de l'amour de Marivaux, j'ai pleuré pendant toute la nuit qui a suivi. Parce qu'on s'attache au rôle. C'est comme si on quittait un amour. C'est comme si on quittait un amour qui fait partie de soi. Et c'est affreux. Mais en même temps, c'est formidable parce que il reste toujours avec vous, le personnage, toute la vie. Moi, je trouve que c'est un métier extraordinaire parce que tous les personnages qu'on a incarnés sont en vous. C'est-à-dire, ils vous ont permis d'élargir votre vision de la nature humaine. Grâce à Benoît Jacot, grâce à Claude Pinoteau, grâce à Claude Sauté, grâce à François Truffaut, grâce à Christophe Kieslowski. J'adorais travailler avec Christophe Kieslowski, Impératif, qui a eu le prix spécial du jury à Venise avec Robert Powell, et c'est un très beau film. Et on a eu donc le prix spécial du jury derrière le film de Wim Wenders qui a eu le grand prix. C'était L'état des choses. C'était un très grand film de Wim Wenders. J'aimerais bien le revoir d'ailleurs. On n'en parle plus tellement souvent de ce film, il est formidable, L'état des choses, Non, non? c'est vrai qu'on n'en parle plus. Peut-être, ce sera l'occasion peut-être de le présenter aux prochaines rencontres ou une fois dans une rétrospective qu'on organise à Cannes Cinéma. C'est une bonne idée. C'est rigolo. J'ai eu un rendez-vous manqué avec Wim Wenders parce que le film qu'il a fait avec Nastasia Kinski, comment ça s'appelait déjà, le très très ancien. J'étais déjà contactée par un cinéaste italien qui s'appelle Emilio Greco. J'avais donné ma parole et là, Anatole Demont, le producteur que vous avez peut-être connu, qui était le producteur de Wim Wenders, m'a demandé d'être dans ce film. Ça a été dur, hein, de dire non, je suis déjà engagée. C'était très très dur de dire non à Wim Wenders parce que j'avais vraiment une admiration pour lui. Son film sur les anges, c'est tellement beau. Il m'avait proposé de jouer dans Paris, Texas, le rôle de la femme du héros, qui a été interprétée par Aurore Clément. Et malheureusement, j'étais pas libre. C'est affreux. Affreux, c'est une histoire affreuse. Oui, alors vous y avez déjà partiellement répondu, mais comment vous préparez-vous avant un tournage? Alors, il n'y a pas de règle, en fait. Chaque tournage a une préparation différente. C'est-à-dire que, justement, pour répondre à la première question qu'on m'a posée, il y a une part de méthode, mais il y a aussi une part de spontanéité et d'intuition. C'est-à-dire que, évidemment, j'étudie le rôle, je le lis, je le relis, même jusqu'au bout du tournage. Des vingtaines de fois. Je lis tout le scénario d'une vingtaine de fois, une centaine de fois. Et chaque fois, j'ai une vision plus riche de mon personnage par rapport aux autres aussi. Et en même temps, je vais voir tous les films du metteur en scène pour voir ce qu'il aime, comment il travaille. Ou alors, je me jette à l'eau carrément. Je me jette à l'eau et j'ai une préparation spéciale pour chaque rôle. C'est-à-dire, pour certains rôles, il faut maigrir. Pour certains rôles, il faut grossir. Pour les valseuses, j'ai grossi de 8 kilos parce que j'avais pas de sein. Donc, comme je vais allaiter, c'était un peu fâcheux. Donc, je me suis mise à boire de la bière pendant 6 mois, ce qui n'était pas désagréable d'ailleurs. Pour le film de Benoît Jacot, j'ai maigri
Parce que dans Les Enfants du placard, c'est un personnage comme ça un peu fragile, très proche de son frère, très proche de l'enfant. Je me suis coupé les cheveux, tout ça. Pour Truffaut, je me suis coupé les cheveux aussi, pour L'homme qui aimait les femmes. Et puis, j'avais pris comme modèle pour la dame qui inspire les scénaristes, j'avais pris comme modèle ma copine Marie-France Pizier, que j'aimais énormément. Et après, j'ai appris par Truffaut qu'elle avait inspiré le rôle à l'écriture. Donc, j'étais ravie parce que je trouvais que c'était tout à fait elle. Et donc, chaque fois, il y a soit un personnage qui se présente à moi et qui ressemble au rôle et que j'essaye d'intérioriser. Ou alors, je ne sais pas, il y a 100 000 façons, mais ça dépend du scénario. Par exemple, quand je suis arrivée au Canada pour Robert Altman, euh, je lui ai demandé ce qu'il fallait que je fasse, parce qu'on est tous arrivés 8 jours avant pour bien se connaître. Et tous les soirs, il y avait une réunion. Il montrait des paysages de ce qu'il allait tourner dans le grand blanc du Canada, le grand manteau blanc, plein de neige. Le permafrost. C'est un mot très à la mode aujourd'hui parce qu'on est en train de le perdre, malheureusement. Il paraît qu'il y a plein de virus en dessous. J'ai lu ça dans le journal avant-hier. En tout cas, on regardait le permafrost tous les soirs avec toute la bande de comédiens et j'allais le voir souvent en lui disant qu'est-ce que je dois faire pour mon rôle, comment je dois me comporter, etc. Il me disait, mais c'est très simple. Tu mets ton costume, il va peser 35 kilos parce que tu vas avoir au moins 30 couvertures autour de toi et tu vas marcher dans la neige qui a 1 mètre de profondeur et essaye de marcher naturellement avec ça. Si tu deviens naturel là-dedans, tu as le rôle. Tu l'auras au bout des doigts. J'ai trouvé ça génial. C'était juste une préparation physique. En fait, c'est ça. Et c'était la joie d'être dans la nature parce qu'elle s'appelait Vivia. Donc, il fallait qu'elle soit très vivante et qu'elle ait la joie. C'est difficile d'avoir la joie quand tu traînes un machin et que tu n'arrives pas à marcher et que tu te prends les pieds dedans. Effectivement, c'était la clé des personnages. Il y a toujours des trucs comme ça particuliers pour chaque rôle. J'aime beaucoup ça. Trouver le truc. Par exemple, pour Claude Sauté, pour jouer dans Un mauvais fils, j'avais lu Il n'y a pas de drogué heureux d'Olivenstein. J'avais lu et relu ce livre extraordinaire où il explique qu'en fait, la drogue, c'est la nostalgie de l'enfance, c'est la nostalgie de la tendresse insulaire de l'enfant qui tette sa mère et que finalement, ce sont des rêveurs, ils ne veulent pas rentrer dans le réel, ça fait trop mal. Et donc, j'avais rencontré des drogués, amis à moi, qui s'étaient soignés en allant dans un camp dans le sud-ouest, se levant à 4 heures du matin, en allant cultiver la terre et en vivant près de la terre. Elle m'avait tout raconté. Et j'ai refusé 3 rôles pour tourner dans ce film de Claude Sauté parce que je voulais respecter ce rôle vraiment. Et je me suis rendu compte que, en fait, c'est une espèce d'isolement intérieur très, 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 très solitaire, très désespéré, et sans lumière. Et donc, ça m'a passionnée, ça m'a vraiment passionnée. Mais chaque rôle a une préparation différente. Merci beaucoup. On a une question d'Eliott maintenant. Oui, Oui, vous y avez déjà un petit peu répondu, mais je vais quand même la poser, histoire d'être sûr. oui. Du coup, pendant les tournages, vous aimez les répétitions ou vous préférez garder la spontanéité pour une scène? J'aime beaucoup, mais malheureusement, ça devient de moins en moins possible
parce qu'il y a beaucoup moins de temps pour le tournage qu'avant. Et j'aime beaucoup répéter techniquement. C'est-à-dire, j'aime beaucoup répéter avec la caméra sur les longs plans séquences, sans jouer exactement comme on jouera après. D'ailleurs, ça donne des frémissements au metteur en scène. Il dit: «Tu vas pas le faire comme ça». Je dis: «Ah non, non, sûrement pas, sûrement pas». Il me dit: «Tu vas pas en faire autant». J'ai dit: «Non, non, non, mais voilà, mais tu vas en faire un peu plus quand même». «Ah oui, oui, oui». C'est-à-dire qu'en fait, je tâte le terrain pour oublier justement les déplacements, la lumière, le son, ne pas les gêner, être à l'unisson. C'est très amusant ça. J'adore les répétitions techniques. Il y a des acteurs qui n'aiment pas ça, qui aiment se jeter tout de suite. Moi, j'aime ça parce que c'est tellement le métier, c'est comme les musiciens, c'est un orchestre, le cinéma, l'ingénieur des sons, le cadreur, chacun joue sa note et c'est bien de s'aider les uns les autres, de se dire: «Je peux faire ça comme ça si tu veux. Est-ce que tu peux m'arranger le piano là, un petit peu là comme ça?» «Mais oui, bien sûr» et je demande au metteur en scène si je peux et cetera. C'est joli cette complicité, non? C'est vraiment beau. C'est comme disait, Marcello Mastroianni: «Moi, je suis content, les cinémas, c'est sympathique, on est là et toute la famille est au chaud assis en face de vous et vous tient chaud et on est là en famille et on fait le travail en plus, mais c'est merveilleux». Et i à quel moment dans la vie il y a une telle attention des gens sur une phrase ou sur un mot? Je veux dire, c'est fantastique, les gens sont comme ça, tous ensemble. C'est un rêve, c'est un rêve, c'est un rêve. C'est pour ça que les gens sont tellement mordus quand ils en font, parce que c'est un ensemble, un toucher, un doigté, une intuition collective, une espèce de fusion comme ça, où chacun en même temps a un rôle bien précis. Et quand on dit: «Ah bah non, non, ah non, il y a la perche là, il y a la perche dans le plan», le regard du metteur en scène, s'il pouvait tuer le perchman. Et moi aussi d'ailleurs, mais bon, on arrête aussi parce que je me trompe dans mon texte, hein. C'est chacun son tour. Mais c'est sympa ça, c'est sympa, c'est sympa. Parce qu'on s'excuse les uns par rapport aux autres. Même si on est très mal élevé dans la vie, sur un plateau, les gens sont très bien élevés. Ils s'excusent tout le temps. C'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Mais qu'est-ce que c'est difficile, qu'est-ce que c'est difficile. Et c'est pour ça que c'est amusant. Merci beaucoup. On a une question de Lucille. Oui, alors ma question porte sur, l'improvisation. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de travailler avec des réalisateurs qui vous laissaient improviser et si oui, est-ce que c'est quelque chose que vous aimez? Ah oui, j'adore ça. J'adore ça. Avec le louche, par exemple, il y a des scènes qui sont, en partie improvisées. J'ai beaucoup fait beaucoup d'improvisation quand je faisais du théâtre. J'ai beaucoup aimé ça, c'était là dans la méthode de Lee Strasberg, il y a beaucoup d'improvisation parce que c'est inspiré par Stanislavski, donc il y a beaucoup d'improvisation. J'aime ça, j'aime ça. Heu, Ce qui est très important dans l'improvisation, c'est de savoir combien de temps on a pour le faire parce que ça peut tomber dans la complaisance et voilà, ne plus s'arrêter et donc on sait que ça va pas être utilisable. Donc ce qui est intéressant, c'est de savoir le but du metteur en scène, quelquefois c'est une surprise qu'on veut faire au partenaire. Très amusant ça. Par exemple, Claude Lelouch disait à Bruno Cremer dans Le Bon et les méchants, heu: «Tu vas lui dire ça, elle ne sait pas que tu vas lui dire ça». Puis après il venait me voir et puis il me disait, «Tu vas lui dire ça et il sait pas que tu vas lui dire ça» et alors on s'amusait beaucoup parce qu'on voyait la surprise de l'autre. Mais normalement un bon acteur doit être capable de le faire, sans improvisation. Mais s'il faut le faire, moi j'aime bien, j'adore. Quand j'ai tourné dans Grosse Chaleur de Laurent Ruquier, donc c'était une pièce de théâtre, Grosse Chaleur, heu,
au théâtre de la Porte Saint-Martin. Je jouais avec Bénichou qui nous a quittés récemment malheureusement, qui rêvait de jouer un rôle important au théâtre et Laurent Ruquier lui avait écrit un rôle et comme il avait le trac, par moments il perdait son texte et il partait en coulisses et je lui parlais, je le ramenais sur la scène, je lui dis: «Mais écoute, tu as oublié d'allumer le four, on a des amis ce soir» et cetera. Il fallait tout improviser pour le ramener sur la scène. Et comme il avait beaucoup d'humour, il enchaînait et tous les soirs, il y avait une partie d'improvisation jusqu'à ce qu'on retombe à nouveau sur le texte. Ça donne beaucoup le trac, mais c'est très amusant. C'est très, très amusant. Le public ne s'en rendait pas compte du tout. Mais au cinéma, c'est vrai que c'est formidable de faire un truc ou qu'on vous fasse un truc auquel on ne s'attend pas. Par exemple, quand j'ai tourné avec Bruno Kremer dans l'été de la Révolution pour la deuxième chaîne, dans un texte de Pierre Moustier. Il y a un moment où Louis XVI, moi je jouais Marie-Antoinette, Louis XVI va s'accorder avec les républicains et revient avec son chapeau de roi. Il a une cocarde, une petite cocarde comme ça. Et Marie-Antoinette se moque de lui et lui dit je ne savais pas que j'avais épousé un, un homme du peuple ou quelque chose comme ça. Et alors j'ai demandé au metteur en scène et au cadreur s'ils étaient d'accord pour que lorsqu'il arrive, je puisse lui attraper son chapeau, que je puisse l'envoyer à travers la pièce. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai pris le chapeau, je l'ai envoyé à travers la pièce, je ne savais pas que j'avais épousé un homme du peuple. La tête de Louis XVI, la tête de Bruno Kremer, furieux, s'est mis en colère. C'était génial, génial. Et après, il est venu me voir. Il m'a dit: «Jamais j'aurais osé te faire une chose comme ça. Je suis très fâchée. Je ne te parle plus jusqu'à la fin du tournage». Il s'était tellement identifié à Louis XVI qu'il a pris ça pour une offense personnelle. Or, on était très, très amis puisqu'on avait déjà tourné le film de Lelouch ensemble. Mais franchement, il était vert de rage. C'était complètement improvisé, mais c'est vrai que ça a donné à la scène un truc formidable. Merci beaucoup. On a une question de Marie pour continuer. Oui, Oui, alors une question qui porte non pas sur le tournage ou sur avant le tournage, mais sur les journées de tournage. Est-ce que vous êtes une comédienne qui aime visionner les rushs afin de prendre peut-être de voir son train à la fin de chaque journée de tournage, ou au contraire redoutez-vous cette pratique? ça dépend. J'aime beaucoup aller voir les rushs quand on est en extérieur parce que c'est une façon de rester un petit peu avec l'équipe. Comme je me couche très tôt, euh, je dîne pas souvent parce que je dois me lever très tôt. Donc, c'est une façon de rester avec l'équipe, de boire un verre. J'aime bien et voir ce que fait le metteur en scène. Mais à Paris, non. À Paris, je rentre chez moi, on m'attend pour le dîner. Je peux pas. Je peux pas voir les rushs, malheureusement. Et j'adore voir les rushs. J'adore voir les rushs et en même temps, pas tous les jours. C'est-à-dire que j'aime bien y aller au début du film parce que comme ça, je vois un peu ce que fait l'équipe et puis au milieu et puis à la fin un petit peu, mais pas tous les jours, non, pas tous les jours. Mais j'aime bien suivre le travail des autres, bien sûr, bien sûr. Et en même temps, il faut garder une part de mystère. C'est-à-dire, le risque qu'on prend, c'est bien aussi. Et puis surtout, ce que j'aime, c'est faire plaisir au metteur en scène. Si le metteur en scène me dit: «J'aime bien que tu viennes voir les rushs», j'y vais. Il me dit: «Je préfère que tu ne viennes pas». Je lui dis: «Bon, ben, je viens pas». Je il faut préserver le bonheur du metteur en scène. De toute façon, quand on me demande qu'est-ce que c'est mon métier, je réponds toujours: «Mon métier, c'est de faire plaisir au metteur en scène». C'est ça le métier d'acteur. C'est vrai. C'est vrai. On peut pas, moi, à mon avis, avoir un conflit avec le metteur en scène, ce n'est pas possible. Sauf si le metteur en scène veut en avoir un parce qu'il a le sentiment qu'il va tirer davantage de l'acteur. Là, c'est autre chose. C'est comme Clouseau dans La Vérité avec Bardot, ce qu'il a tiré d'elle, c'est incroyable, mais il paraît qu'il était très, très, très dur avec elle. Mais elle est remarquable. Je l'ai revue récemment à la télé, là. C'était extraordinaire. Mais je pense qu'on peut arriver à mieux encore dans la compréhension et que
et que la compréhension ne passe pas obligatoirement par les mots. Je pense que l'alchimie de la compréhension entre acteur et metteur en scène, c'est un petit peu ce que disait Kramer, l'alchimie entre un cavalier et son cheval. C'est-à-dire, c'est à la fois de la tendresse, de la fermeté, c'est le metteur en scène qui sait où il veut aller avec sa monture, avec l'acteur et qui l'y mène petit à petit sans parler. Mais il sent, il sent comment il doit faire avec beaucoup de doigté, beaucoup de subtilité et un regard suffit parfois. C'est Je pense qu'être metteur en scène, c'est être un très, très, très grand psychologue et avant tout aimer l'acteur, aimer ses faiblesses, aimer ses parce qu'on nous sommes des gens très, très fragiles. Donc si le metteur en scène fait confiance à notre fragilité, on devient très fort. Parce que c'est par notre fragilité que nous arrivons au rôle. Donc s'il y a le respect de cette fragilité, je pense qu'on peut aller très, très loin. Très, très loin. Je pense qu'aussi de je pense qu'aussi un metteur en scène est fragile. Je pense qu'il souffre. Je pense que pour lui, c'est une souffrance de mettre en scène, de diriger, que c'est pas si simple que ça de passer du scénario à la réalisation, comme on dit. On dit réalisateur. Je pense que c'est en même temps une blessure. Parce que tant que le film est écrit, il est parfait dans dans sa tête, dans son cœur et tout. Il faut tout le temps faire des compromis. Il faut tout le temps, c'est jamais évident de faire exactement la même chose. De toute façon, ceux qui font exactement la même chose que ce qui est écrit, ils sont déçus. Ils aiment bien faire avec les grands metteurs en scène. Un truc inattendu qui se passe, ils le prennent. Ils enrichissent. Comme nous les acteurs. Mais en même temps, cette traduction du scénario au tournage, euh, ça peut se passer très très bien dans les moments d'improvisation, par exemple quand on est dans les rues et qu'il y a un tournage caméra cachée à la main et qu'on provoque les gens, on les stimule et tout, c'est un plaisir extraordinaire. Quand ils se rendent pas compte qu'ils sont filmés, qu'on parle avec eux, c'est vraiment très amusant. Et là, on se sent très proche du metteur en scène. Ah, moi, je me sens presque comme son assistant, quoi. De dire là, je vais lui dire ça, il va aimer que je dise ça, que je le dise comme ci, comme ça, et pour susciter l'autre. C'est très amusant, très très amusant. Essaye de lui faire dire ça, essaye de l'amener à te dire ça. J'adore, j'adore. Elliot avait une petite précision justement à vous demander aussi par rapport à, voilà, à la question précédente. Voilà. Est-ce que vous, en tant qu'actrice, parfois vous êtes conviée à venir au moment de la post-production dans les salles de montage un peu, et est-ce que si on vous le propose, est-ce que vous y allez? Ah bah oui, évidemment, j'adore ça, je l'aime que ça. Et il y a des films dont j'ai pu suivre le montage entier, alors ça, c'était absolument fascinant. Mais j'essaye pas d'influencer, jamais, je reste en retrait et j'apprends. C'est magique, c'est magique, c'est magique. C'est c'est encore un autre film, il y a 3 étapes. Il y a l'écriture, après il y a le tournage, puis après il y a le montage, 3e étape, capitale, capitale, capitale. Et le rythme qui c'est-à-dire que il faut qu'un tournage ait un rythme. C'est-à-dire qu'on peut pas être déliquescent, on peut pas être trop rapide. Chaque scène a son rythme. Mais après, on peut améliorer ce rythme s'il y a un rythme au tournage. S'il y a pas de rythme au tournage, le montage, on peut pas le faire. C'est On peut pas donner à un film, enfin d'après l'expérience que j'ai eue en suivant les montages, on peut pas donner à un film un rythme qu'il n'a pas. Par contre, on peut améliorer un bon rythme. C'est un peu comme quand on dit l'argent va à l'argent. Le talent va au talent, c'est-à-dire la qualité va à la qualité. C'est comme ça. La médiocrité on peut pas avec un film déliquescent qui part en chewing-gum faire un truc génial. C'est pas possible.
Et il y a beaucoup de metteurs en scène qui se sont laissés piéger par des trop longs scénarios. C'est pour ça que le scénario est tellement important. Moi, très souvent, j'ai des scénarios en main, je me dis: «Oh là 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 là, il va couper au montage. Et c'est pas possible. Ça va être trop long». Quelquefois, je me trompe, hein. Quelquefois, c'est bien. Mais quelquefois, quand il y a un trop grand amour des acteurs et qu'on laisse les acteurs trop traîner ou trop improviser, après il y a un problème au montage. C'est pour ça que moi j'aime bien les scénarios qui ont l'air un peu tenus quoi, un peu ou alors c'est carrément un film d'improvisation où on fait tout en improvisation, sauf 2 ou 3 scènes parce qu'on a besoin pour rebondir. Mais les films, qui ont un scénario, eh ben, j'aime bien qu'il soit bien construit. Alors ce qui est très bizarre, c'est que le film de Lelouch, Le Bon et les méchants, avait un scénario. Il m'a dit: «Il y a pas de scénario», mais il y en avait un. C'était un scénario magnifique de Pierre Uterhoeven, un très beau scénario, très précis, qu'il nous déléguait tous les matins, au maquillage. On avait un petit bout, comme ça. Et en fait, le scénario de Claude Sautet était très écrit. Il avait demandé la collaboration de Jean-Loup Dabadi qui vient de nous quitter. J'adore le scénario d'Un mauvais fils parce qu'il y a beaucoup de retenue, beaucoup de phrases inachevées, c'est un scénario, d'écorché vif. Il dure qu'1 heure et demie le film, hein, c'est beau. C'est beau un film d'1 heure et demie bien monté, ou dans lequel on dit tout. Magnifique. Mais récemment, j'ai Merci. vu un très long film que j'ai beaucoup aimé. Ça s'appelle Retour à Cold Mountain. Je l'ai revu sur Arte avec Nicole Kidman et Jude Law. C'est très long, mais c'est magnifique. C'est très romanesque, c'est très, très beau. Très, très beau. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Alors moi, je peux vous poser une question, s'il vous plaît? Qu'est-ce Oui. que vous Oui, vous pensez, pouvez, de allez-y. l'interdiction de Autant n'emporte le vent sur HBO, sur la chaîne HBO? On vient J'ai le malheur d'interdire de comment? j'ai le malheur de ne pas avoir vu ce film, mais je trouve ça triste qu'on interdise des films, de toute façon, ça aurait pu être n'importe lequel, je sais pas, je trouve ça dommage qu'on interdise, des films sur des plateformes, aujourd'hui, on peut plus aller au cinéma, donc c'est un peu enfin, pour l'instant et j'espère que ça va bientôt se décoincer, mais je sais pas, c'est l'accès à une forme de culture, qui nous appartient à tous, finalement. Aujourd'hui, on peut tous filmer et c'est vrai que bon, c'est triste que des films, ne soient pas sur des plateformes. Voilà, ma réponse à ça. Moi, si je peux me permettre, c'est vrai que moi, ce qui me fait vraiment peur, en fait, c'est que c'est une mouvance en fait qui est actuelle de relire les films d'époque, mais même, enfin, c'est même pas que les films, c'est aussi il y a beaucoup d'œuvres qui peuvent être mis en question par les prismes sociétales actuelles et les valeurs en fait, parce que c'est-à-dire que là, l'interdiction qui est apposée au film vient de comment dire, c'est un sujet très sensible, donc c'est vrai qu'il faut bien choisir ces mots qu'on en parle, mais c'est une interdiction qu'on a portée par une mouvance actuelle qui est de relire les films avec ce fameux, ce qu'il est interdit par rapport à un blackface, quand les acteurs se griment pour réaliser je ne sais plus quelle action, enfin bref. Mais moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est qu'on met cette mouvance-là sur beaucoup de films et qu'on empêche des jeunes générations d'avoir accès à des œuvres comme ça antérieures. Et surtout, en fait, finalement, il y a oui une décision de la part de certaines plateformes qui aujourd'hui sont majoritaires, comme Netflix, comme HBO, tout ça. Où, en gros, eux se permettent de filtrer des œuvres d'art alors qu'elle devrait être à tout le monde, quoi. Elle devrait être accessible et à tout le monde, je pense. Et je pense que c'est très grave que de grandes œuvres comme ça ne soient, soient empêchées d'être regardées par des personnes. Voilà. Heu, moi je pense que l'Amérique doit traverser un moment très incandescent, très brûlant pour en arriver là.
Je pense que on a un peu tendance à tout mélanger aujourd'hui et que c'est dommage parce que dès qu'il y a un cas exceptionnel, on en fait une généralité et la preuve que ce n'est pas une généralité et que c'est un cas exceptionnel, c'est que ça fait tellement de bruit. Ça prouve que la démocratie est à l'œuvre. Or, la généralisation, c'est malheureusement une confusion et toute confusion est malheureusement, dangereuse et triste. Je trouve qu'on en est de plus en plus à généraliser les choses et on met de côté, les nuances, les subtilités, les cas exceptionnels. Être un artiste, c'est considérer que chaque être humain est exceptionnel. Il n'y a pas de catégorie, quelque part déjà dire, moi j'ai fait ma philo, j'adore la philo. Mon prof de philo disait: «Quand vous dites, les ouvriers, les policiers, les noirs, c'est déjà un sacrilège. Il faut jamais utiliser les généralités, ça ne veut rien dire. Il n'y a que des exceptions» et c'est vrai. Mais c'est tellement plus facile de faire des titres dans les journaux avec «Les policiers ont fait ça». Il y a un policier qui a fait ça et c'est vrai que tous les autres se sont formalisés et moi j'ai très peur de cette, époque, qui généralise, de manière très banale, où la rumeur est devenue une vérité. Enfin j'ai peur de tout ça. J'ai très peur. J'ai peur parce que le respect des êtres humains passe par le respect de l'exception. Chaque être est une exception et personne, n'a le droit d'être sacrifié, personne. On s'est quand même battu contre la peine de mort, hein, quand même en France pour cette raison. Voilà, donc je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais c'est parce que c'est l'actualité alors, enfin je suis Oui, c'est contente parce de que parler ce sont des sujets importants là, en ce moment, c'est pour ça. On va oui, revenir à, on va revenir à notre oui. rencontre, avec une question d'Alexandre. Merci. Oui, tout à fait. Alors, bon, c'est vrai que vous l'avez quand même brassé en longueur tout au long des questions auxquelles vous avez répondu avant, mais je suis tellement fasciné par vos réponses que j'ai quand même envie de vous la poser. Euh, donc, voilà. Donc, les tournages et les films et les préparations de pièces de théâtre nécessitent de passer des semaines, des mois, donc avec les comédiens, metteurs en scène, techniciens qui forment ces équipes-là. Euh, Est-ce que vous êtes sensible à l'esprit d'équipe qui se crée de cette formation et dans quelle mesure cette expérience nourrit-elle votre travail de comédienne? Oui, je suis très, très sensible à l'esprit d'équipe, très. Heu, je demeure persuadée qu'au théâtre comme au cinéma, on ne peut travailler que si les gens qui sont avec nous, et si nous avec eux, on s'écoute les uns les autres, heu, dans le temps du travail et également dans la vie. Mais ce sont 2 domaines différents. C'est-à-dire que le moment du travail, c'est une attention, d'action et dans la vie, les pots qu'on boit ensemble ou les quand on dîne ensemble, qu'on est ensemble et tout ça, c'est important parce qu'on fait connaissance avec la personne et il y a des personnes qui sont très secrètes et moi je respecte ça. Mais le fait de sentir qu'on a déjeuné avec tous les gens de l'équipe, c'est important pour moi. C'est important. Pour moi, le théâtre ou le cinéma, c'est comme un bateau. On part d'un point, on va à un autre. On ne sait pas si on va arriver. La météo, on ne sait pas si elle va être bonne ou mauvaise, mais on s'embarque tous ensemble
Alors, il arrive qu'il y en ait un qui fasse vraiment chier. Excusez-moi, c'est la première fois que je dis un gros mot, mais ça peut arriver. Je me suis retrouvée comme ça au Cambodge avec une fouteuse de merde, pas possible, qui essayait comment de dire du mal de tout le monde à tout le monde, et un tel a dit ça, et un tel a dit ça, et tout ça. Mais au bout d'un certain temps, c'était la catastrophe, hein. Ça a vraiment été la catastrophe. Ça m'est arrivé une fois, et c'est là que j'ai réalisé à quel point c'était important de pas faire ça. C'est pas possible. C'est pas possible au cinéma ou au théâtre qu'il y ait une personne qui veuille renverser les quilles et qui fasse des psychodrames. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, j'ai vu, par exemple, des techniciens exceptionnels récemment au théâtre. J'étais au théâtre du Chien qui fume à Avignon avec une éclairagiste qui s'appelait Sylvie Maestro. Et s'était cassé le pied le matin et le soir, elle a assuré la lumière. Et elle arrivait avec son plâtre à monter les escaliers jusqu'à la loge de l'éclairagiste. Et en plus, elle me souhaitait à moi un bon courage. Et elle me disait, je suis avec toi et tout. Bon, je veux dire, il y a quand même des moments dans ce métier où les gens se dépassent, hein. Il y a des moments héroïques. Je me souviens dans un film avec Elma Sanders, qui s'appelait L'avenir d'Emily, celle qui a fait Alma et Mère Blafard. Il y a elle voulait qu'on soit allongé sur un lit et qu'il y ait la caméra qui était sur nous. La caméra part très 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 vite, s'éloigne très très vite jusqu'au plafond. À un moment donné, malheureusement, Hans, le grand chef de la photo, il a reçu un coup sur la tête. C'est-à-dire que c'était tellement rapide, le mouvement de caméra, que sa tête a cogné le plafond gravement. Je vous assure que ce type, il a repris le plan et après, il est tombé dans les pommes. Et il a repris le plan tout de suite après. Je veux dire, il y a des moments, les gens dans le cinéma, c'est dingue de ce qu'ils font. Je vois des techniciens, par exemple, les deuxième assistant, celui qui court toujours partout pour aller parler ici, à droite, au fond de la rue, etc. Avec une entorse, ben, il y va quand même, hein, même s'il y a un arrachement de ligament, il met un strapping, il y va. C'est ça aussi, il y a un côté sportif dans notre métier, je trouve. Et c'est comme dans le sport, s'il n'y a pas de connivence et s'il n'y a pas de, voilà, comme disent les sportifs, si on n'a pas des bonnes sensations, oh, j'ai des bonnes sensations. Si on n'a pas des bonnes sensations avec toute l'équipe, ça peut pas marcher, hein. Ça peut pas marcher. D'ailleurs, moi, je pense que dans certains cas, si quelqu'un ne se sent pas très bien au sein d'une équipe, il faut qu'il le dise carrément. Il dise, je me sens pas bien. Je préfère partir parce que je me sens pas bien, je suis pas en accord ou je sais pas quoi. Ça arrive, hein. Et moi, je trouve, ça me choque pas parce que ça veut dire que je peux pas continuer à m'engager à 100% avec les autres. Mais c'est rare, mais ça arrive. Enfin, moi, j'ai eu de la chance parce qu'en fait, j'ai souvent rencontré des gens qui avaient énormément d'affinités les uns avec les autres. J'ai souvent retravaillé avec des metteurs en scène, avec des équipes, 3 fois avec Bertrand Vannefanter, 3 fois avec Jean-Charles Taquella, 2 fois avec Claude Pinoteau. Ça, c'est vraiment intéressant parce que chaque fois, on peut aller plus loin. On a toujours peur de décevoir la 2e fois ou la 3e fois, mais chaque fois, on peut aller plus loin. Parce qu'il y a plus de connivence, il y a plus de complicité, plus de confiance. C'est super. Merci beaucoup. On a une nouvelle question de Lucille. Oui, alors je vais vous parler de Persona un peu. Vous avez eu des rôles extrêmement populaires qui ont marqué, les spectateurs. On peut parler de Jeux interdits, par exemple, ou de La Boum. Est-ce que c'est difficile de se défaire d'une image aussi marquante? Oui, je crois que c'est très difficile, mais en même temps, avec le temps, j'ai une autre vision de la chose. Je voulais me défaire au départ. C'est pourquoi j'ai fait beaucoup de théâtre, du théâtre burlesque, de Ionesco, pourquoi j'ai fait les valseuses, tout ça. Et en même temps, j'aime pas cette expression. Mais pourquoi pas? C'est-à-dire,
En même temps, peut-être que si j'avais pas joué dans Jeux interdits, j'aurais pas fait Les enfants du placard avec Benoît Jacquot. C'est intéressant de se dire que aussi, même un rôle d'enfant peut vous amener dans des trucs très intéressants. Et puis, La Boum, j'ai adoré parce que c'était de la comédie et il y avait très longtemps que je voulais faire ça. Et c'est grâce à mon professeur de théâtre que je l'ai fait d'ailleurs, parce qu'il m'a beaucoup poussé. Il était très ami avec Daniel Thompson et Pinotto, et il m'a beaucoup poussé à le faire. Et il y a eu Château des Oliviers que j'ai adoré aussi, parce que ça, c'était un rôle qui m'a beaucoup marqué dans la mesure où c'était mon rêve. En fait, j'aurais voulu être exploitante agricole. Quand j'étais petite, je voulais avoir une ferme avec mon frère, avec plein d'animaux et des arbres, etc. Donc là, je réalisais mon rêve, que j'étais près de la terre, c'était génial. J'ai pas de jardin et voilà, je suis née à Tourcoing sur le pavé. Après, j'ai habité les boulevards extérieurs à Paris dans le 17e, donc j'ai une passion pour la nature. Et le rôle du Château des Oliviers, pour moi, ça a été un contact avec la nature. C'était extraordinaire, magique, magique, magique. J'ai une passion pour les arbres. Et je crois qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont une passion pour les arbres, beaucoup. Je me souviens, Jean Vilar, il étreignait les arbres pendant le tournage de Michel Deville. Les arbres sont des amis. J'ai connu aussi un très grand poète qui s'appelait Jean Lescure, qui a dirigé tout le circuit d'arrêt d'essai en France. Malraux lui a fait créer tout le circuit d'arrêt d'essai, le cinéma d'arrêt d'essai. Et lui, il avait pour les arbres une grande amitié aussi. Mais c'est fou quand on est fatigué, le fait de la proximité d'un arbre, de parler à un arbre. Tout le monde me prend pour une folle, mais je vous assure, c'est formidable. D'abord, ils ont l'intelligence d'être enracinés dans la terre, alors que nous, on est enracinés dans le ciel. Vous savez, les cheveux, ce sont nos racines. Notre cerveau, ce sont nos racines. En fait, les arbres, ils ont la tête dans la terre et les branches, c'est les membres. Donc, ils nous donnent l'exemple. Ils restent dans le bon sens, dans tous les sens du terme. Moi, je m'envole souvent, donc j'ai besoin des arbres pour me rattraper. J'ai pas bien répondu à la question, là. Je sais plus ce que c'était d'ailleurs. La question, c'était quoi? La question, C'était c'était est-ce par que c'est rapport à... difficile Oui. oui, est-ce que c'est Comment? difficile de se défaire de son image d'une image marquante comme celle, dans Jeux interdits ou La Boum? Ah bah oui, bah voilà, les arbres m'ont toujours aidé à évoluer, toujours, toujours. Chaque fois que je dois changer de rôle ou que je dois couver un rôle, je vais au parc de Saint-Cloud, je marche dans la terre et je me débarrasse du rôle précédent et je sème mes graines pour le rôle suivant. Si vous voulez, je me préoccupe pas trop de l'image que je projette, pas trop. J'aime bien être bien éclairée, par exemple, j'aime bien être bien photographiée en fonction du rôle. Mais s'il faut jouer un rôle de mocharde, comme j'ai fait, par exemple, dans le film de Pascal Aubier, j'ai fait beaucoup de films d'arrêt d'essai. J'adore les films d'arrêt d'essai. Le film de Pascal Aubier, j'ai joué le rôle d'une fille qui fait de l'informatique, qui a des tics et qui est complètement dingue. Et je me suis bien amusée à faire ça. C'est le chant du départ. Voilà, le chant du départ avec Rufus. Je trouve agréable de changer de physique. On me le demande pas souvent, mais je trouve ça très agréable. Mon mari veut pas que je me coupe les cheveux, mais je le ferai, hein, pour un rôle, je le ferai. Je le ferai. Je veux même changer de couleur, même. Comme disait On a une Jean-Claude question de Brialy. Marie. Non, non, Comment? allez-y, allez-y, je vous en prie. On avait une question de Marie, mais allez-y, je Non, voulais pas non, vous couper, pardon. non, comme disait Jean-Claude Brialy, qui était très, 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 très proche de moi, genre j'étais très proche de lui. N'oubliez pas les jeunes, hein, je suis là pour vous, hein, je suis là pour vous.
Mais en tout cas, déjà, vous êtes là pour nous et c'est un moment absolument parfait qu'on est en train de vivre tous là. Je pense que nos jeunes sont Moi, je m'amuse bien enchantés aussi, également. hein. Ah bon, tant mieux, c'est important. Marie, Marie avait une question pour vous. Oui, une question justement qui allait un peu avec celle de... Vous avez travaillé donc avec des réalisateurs plus en marge ou provocateurs comme Claude Faraldo ou Bertrand Blier. Est-ce une prise de risque volontaire, une démarche ou juste la qualité des scénarios qui vous a attiré vers leurs univers? J'adore le risque, j'adore le défi. Et en plus, c'était des rôles très délicats, inattendus. Dans Calmos, par exemple, avec Jean-Pierre Mariel, c'était assez amusant. On était tous les deux très intimidés dans cette scène d'amour, sous le lit, c'était marrant. Mais en même temps, c'est du cinéma, c'est pas la vérité. Puis il est tellement élégant, tellement drôle, Jean-Pierre, tellement merveilleux, et le sens du rythme, musicien, génial. Oui, c'était des prises de risque, bien sûr que c'était des prises de risque, et mon agent me disait que j'étais dingue. Mais en même temps, si on n'est pas un peu dingue, on peut pas faire ce métier. Et il est indispensable d'être dingue par moment, d'être complètement dingue. Il faut foncer. Et avec Faraldo, c'était difficile aussi, parce que je le connaissais pas très bien, et en même temps, je sentais que c'était un vrai cinéphile, que c'était un type qui adorait le cinéma, qui était un grand technicien, et que ce serait un film intéressant. Donc voilà, j'ai foncé, j'ai foncé, mais en même temps, je me suis un peu protégée, un tout petit peu. C'est-à-dire, je dis: «Moi, je veux bien, des scènes d'amour à l'écran, mais je les fais pas vraiment, vraiment, je fais pas de films érotiques, je fais pas de films, pornographiques, je fais semblant», voilà. Il a été très gentil parce qu'il a été convaincu que je pourrais faire semblant, alors j'étais très contente. Il a fait confiance. Mais c'est vrai que c'est vrai que je suis quand même, timide, pudique, mais qu'en même temps, par moments, je sais qu'il faut lâcher les vannes. Il y a des moments où, voilà, il faut jouer, quitte ou double, faut faire du poker, et puis si on se trompe, tant pis, mais au moins c'est une expérience, quoi, c'est passionnant. Et j'ai eu la chance de faire des films d'arrêt d'essai, difficiles, délicats, et puis j'ai eu la chance aussi de faire des grands films. Par exemple, j'ai beaucoup aimé travailler avec Robert Enrico. J'ai beaucoup aimé ce film. J'ai rencontré Martin Gray dans Au nom de tous les miens. J'ai appris beaucoup sur le plan humain, beaucoup. Et puis il y avait comme chef de la photo François Catonnet, c'est pas rien, très très grand chef de la photo. C'est lui aussi qui avait fait la photo du Bâtard de Bertrand Van. Moi, je me suis toujours bien amusée dans ce métier parce que, si vous voulez, j'adore les bagnoles. J'aime bien les Fiat 500, j'aime bien les Aston Martin, euh, j'aime bien les camions, j'aime bien les Porsche, j'aime bien les Rolls-Royce, j'aime bien les 2 chevaux, parce que c'est très bien suspendu. Eh bien, je trouve que le cinéma, c'est comme les bagnoles. Chaque film est différent, il faut jouer le rôle de ce véhicule-là. Et il faut pas avoir trop de manie, quoi. Faut, faut rester disponible. La seule chose dont j'ai absolument besoin, c'est un petit coin pour moi toute seule pour me concentrer. Donc, me faut un petit coin pour m'isoler parce que j'ai besoin de me concentrer. Parce que comme j'aime beaucoup les gens, si je suis trop dans les kits tout le temps pendant le tournage, je rigole avec eux et après je suis un peu déconcentrée. J'admire beaucoup, Belmondo parce que il riait, on disait moteur, et tout grave. Ça, c'est formidable. Et moi, j'ai un défaut, c'est que j'ai besoin de concentration. Je suis pas la seule, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Alors on va revenir sur, sur un sujet dont on a parlé un petit peu, dont vous avez d'ailleurs lancé le sujet avec une question de Manon. Alors ma question c'est, pensez-vous que le cinéma français d'aujourd'hui puisse être aussi audacieux, sulfureux que dans les années 70?
Vous savez, chaque époque a son souffre et chaque époque a son audace, comme le disait si bien, ce monsieur-là qui est blond là. Il faut remettre dans le contexte. C'est-à-dire Alexandre. que Alexandre. comment? Alexandre. Alexandre, oui, Alexandre. c'est un nom tellement beau que j'avais oublié. Heu, Merci. je pense qu'il y a quand même un cinéma, très sulfureux aujourd'hui. Oui, 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 je pense, oui. Heu, mais on n'a plus le droit de fumer dans les films, c'est ça? On n'a plus le droit de fumer maintenant dans les films? C'est un peu bizarre ça paraît bizarre. Bon, il y a des catégories, hein, il y a les films X, il y a les films ça. Les films sulfureux, ce sont les films qui parlent des choses inconnues. C'est souvent, à mon avis, des documentaires, c'est-à-dire, comment on vit dans les prisons, comment on vit dans les hôpitaux psychiatriques, Pour moi, les documentaires, c'est quelque chose de très, très important, j'aurais beaucoup aimé en faire, en réaliser. Je n'ai jamais réalisé parce que je préfère rester comédienne et si je m'attache à la mise en scène, après je suis foutue, je vais plus revenir. Il faut que je sois sur les scènes de théâtre. Moi, je suis beaucoup sur les scènes de théâtre et donc je fais pas de film. Mais je trouve que les documentaires, c'est absolument passionnant et c'est une école formidable pour le cinéma, formidable. Commencer par faire des documentaires, c'est génial comme école parce que on est vers la vie, on est sur le tas, on est avec des gens vivants et on est obligé de trouver une technique pour les aborder, pour leur parler, pour les plans, pour tout ça, et je pense que le rôle des documentaires est très important pour découvrir des choses, qu'on sait pas du tout, qu'on va même pas lire ou très rarement dans la presse et par exemple, moi, je voulais faire un documentaire sur les gitans. Je suis fascinée par les gitans, il y en a eu beaucoup qui ont déjà été faits, mais j'aurais beaucoup aimé faire un film là-dessus et puis sur eux, c'est-à-dire les gitans qui ne veulent pas, heu, s'intégrer à la vie sociale et les gitans qui s'arrêtent, qui disent: «Non, maintenant c'est terminé, je prends un petit métier, je m'arrête là, je vis à Béziers» et cetera. Il y en a beaucoup, j'en ai beaucoup rencontré à Béziers comme ça. Je trouve que le documentaire permet de par exemple, de la dernière télévision que j'ai faite, qui s'appelle Quartier des banques, de Bernasconi, un très, très bon metteur en scène suisse-italien. C'est une coproduction belge, suisse et française. Et il a cassé la baraque en Suisse, il a cassé la baraque, ce film a cassé la baraque en Suisse, il a cassé la baraque en Belgique et également en Amérique. Il n'a pas été pris en France parce qu'il y avait eu un scénario d'Arte qui était tellement proche qu'il ne voulait pas recommencer. Et ça parle de la manière dont les banques ont été, bouleversées dans les années 2008-2012 en Suisse, l'emprise des Américains sur, la banque suisse et tout ça. Eh bien, Bernasconi, il a fait 120 documentaires dans sa vie, dont un documentaire très fouillé sur l'état des banques, justement, à cette époque-là. Et à partir de là, à partir de ce documentaire, il a écrit un scénario formidable. Parce que tout est inspiré du réel et moi, il me semble que c'est un petit peu le même métier, le métier de filmer des documentaires et de faire des films de fiction. Parce qu'il faut que la fiction, pour être intéressante, soit nourrie par la réalité. Donc, si j'avais été metteur en scène, j'aurais fait et des documentaires et des films de fiction. Et je trouve passionnant aussi que les films de fiction soient nourris par l'écriture, par les romans, par les grands romans. Ou par un fait divers, ce qui a été le grand amour des gens de la nouvelle vague, les faits divers pour Godard, pour Truffaut, pour tout ça. Parce que le réel et la fiction, c'est quand même très, 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 très soudé. C'est notre métier, c'est de souder les deux et d'y faire croire par un imaginaire qui est le mariage entre la réalité et la fiction. Et c'est pas uniquement des fantasmes, le cinéma. Pas uniquement le nombril, pas uniquement. Un peu, oui, bien sûr, mais pas uniquement. C'est pour ça qu'on aime tellement les films de Cassavetes,
C'est pour ça qu'on aime tellement, les films d'Arthur Penn parce que, moi, un film comme Little Big Man, pour moi, c'est un sommet. C'est-à-dire, ce type qui est né dans un camp d'indiens et qui après dans le camp des cowboys, puis qui retourne chez les Indiens et qui sait plus qui il est et ça c'est une manière de traiter les problèmes du Far West. Ça, c'est intéressant. Traiter les problèmes du racisme en montrant que, voilà, on est le fruit d'une éducation. C'est génial, Little Big Man. Génial, génial. Et Five Easy Pieces, c'est formidable, extraordinaire. J'adore Arthur Penn, j'adore. Aujourd'hui, quand tu me parles de cinéma sulfureux, je pense à ce garçon-là qui a présenté à Cannes 2 fois un film, tu sais, qui parle de son premier film, c'était très intéressant, c'était sur le comment dit-on? Est-ce que vous parlez du jeune Québécois? Comment il s'appelle? Dolan? Dolan, Dolan? Xavier Non, Dolan. Dolan. Dolan, j'adore, c'est sulfureux, j'adore. Et il y en a un autre qui est formidable, c'est celui qui a fait le film avec Charlotte Gainsbourg, avec Nicole Lars von Kidman, Trier. avec Lars von Trier. comment? Lars von Oui, Lars c'est von ça. Trier, c'est ça? Ah, c'est sulfureux. Ah oui. Il avait fait aussi les vagues, là, les waves, comment ça s'appelle? Son premier film, c'était sur une femme qui a des histoires d'amour parce que son mari est malade et il l'envoie avoir des histoires d'amour avec d'autres hommes. Vous vous souvenez de son premier film? Breaking the Waves. Breaking the Waves. Oui. Voilà, Breaking the Waves. Ça, c'est sulfureux. Pour moi, c'est ça le cinéma sulfureux. C'est-à-dire, pour moi, Soufre, c'est jouer sur la corde raide entre le scandale, la rupture des lois morales et l'artistique. C'est-à-dire, pour moi, ce qui est sulfureux, c'est dire: «Je suis libre, je raconte des histoires terribles pour montrer que je suis libre et que la censure ne me fait pas peur». Ça, c'est sulfureux. Mais je préfère le cinéma critique ou réaliste qui montre des choses, de la loi humaine qui sont injustes et qui restent en même temps, visibles par tous, sans provocation. Voilà. Lars von Trier, je dis ce que je pense, hein. Lars von Trier, pour moi, un immense cinéaste, mais j'aime pas beaucoup sa façon trouble de jouer entre l'interdit et la liberté. Parce que c'est très facile, parfois, de dénoncer avec une certaine complaisance. Voilà. C'est méchant ce que je dis, mais c'est ce que je pense. Et ce que j'aime chez des cinéastes, engagés, mais qui en même temps, sont coincés, mais pour dire les choses, mais qui en même temps les disent et ils vont jusqu'au bout. C'est comme Cassavetes, je trouve ça bouleversant, bouleversant. Une femme sous influence, la manière dont on manipule une femme, la manière dont il le montre, c'est pour moi, je suis plus émue par ce genre de film-là. Parce que c'est l'art, c'est de l'art, c'est vraiment de l'art. Je pense que Brigitte, on va vous poser. Alors là, on en est un peu loin encore de la fin, mais quand on va vous poser la dernière question, là, ça va être difficile. Vous verrez à la dernière question. Je pense que la plupart de nos jeunes la connaissent puisqu'on la pose à chacun de nos invités. Je pense que pour vous, ça va D'accord, être la oui. question la plus compliquée. On attend, on aura une surprise. Ce sera une surprise. On va avoir une question d'Eliott maintenant. Alors, moi, Oui. c'est plus sur la promotion d'un film. Souvent, en étant acteur ou actrice dans un film, on en devient aussi l'ambassadeur au moment de sa sortie. Est-ce que c'est un moment qui vous plaît? Ah là là, c'est terrible. Les Je fais tournées le pro. mieux possible. Mais c'est terrible parce que j'ai l'impression de me dépouiller. C'est comme si on m'arrachait la peau parce que je suis obligée de dire sur quoi j'ai travaillé, comment j'envisage le rôle. On me demande de donner des anecdotes très privées sur mes relations avec mes metteurs en scène, avec
avec mes collègues, tout ça, acteurs, et j'ai pas toujours envie de le dire, je suis secrète, et là, je fais vraiment le grand écart. Parce que j'arrive à le faire en faisant le clown, mais j'aime pas trop le faire. Je dois servir un film, je le sais, ça fait partie de ma mission, ça fait partie de mon de mon amour du cinéma également, bien sûr. Mais en même temps, je comprends les comédiens qui refusent parce que on met tout dans le rôle, on dit tout, on dit tout ce qu'on peut dire, et après on ne fait que rentrer dans des explications qui passionnent les gens, mais qui en même temps, on doit les répéter 1000 et 1000 fois pour plusieurs chaînes, donc ça perd sa saveur. À la fin, je deviens complètement dingo et je pars une semaine au Touquet, marcher sur la plage pour m'aérer la cervelle. Encore la nature. On a une question de Lucille pour enchaîner. Oui, alors c'est, une question par rapport à votre ressenti, à votre vécu. Comment vous vivez votre, popularité? Est-ce que vous entretenez un rapport particulier au public? Ou, est-ce que vous êtes plus, adepte du dicton, «Pour vivre heureux, vivons cachés»? Les 2 en général. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on joue le jeu et on va vraiment dans le public, c'est-à-dire par exemple, quand on a la chance de parler avec des jeunes, on a envie de voilà, de tout dire. Ou dans les moments où on est dans un festival, on est là pour quand même accueillir les gens, leur donner un autographe, faire des débats, ou alors on n'y va pas. Il faut savoir où on est, mais par contre dans la vie privée, j'ai beaucoup de chance parce que les gens connaissent ma personnalité et donc ils respectent beaucoup ma vie privée, et j'ai mis au point une tactique formidable, c'est que j'ai entendu dire que Georges Brassens faisait ça, et il remerciait dans chacune de ses interviews, il remerciait les gens, le laissaient circuler tranquillement. Et il leur disait bonjour de loin. Bonjour, ça va comme ça? Et donc, quand je suis avec ma famille ou avec ma fille ou avec mon mari, les gens font bonjour Brigitte, ça va? Quelquefois à 300, 400 mètres. Je dis oui, très bien, et vous? Et là, je leur suis très reconnaissante parce que c'est vrai qu'il y a des moments où il faut vraiment pouvoir vivre, quoi. Il faut, et ils sentent très bien le moment, ils le savent, ils le savent très bien. Et c'est vrai qu'il y a des acteurs qui n'ont pas cette chance. Moi, j'ai cette chance. Et c'est vrai aussi que j'ai répété des milliers de fois que j'aimais bien qu'on me laisse un peu tranquille par moment. Il y a des moments pour tout. Il y a des moments pour tout. Mais c'est vrai que je peux rester parfois 2 mois confinée, Ça parce que tombe j'ai bien. besoin de me. Comment? Comme J'ai dit: «Ça dernièrement, tombe par bien». exemple. Oui. Dernièrement, oui, et bizarrement, j'en ai profité pour voir beaucoup de films. C'était formidable. J'ai fait une cure de cinéma. J'ai lu un peu et surtout vu beaucoup de films. Parce que quand même, quand on est malheureux, le cinéma, ça aide à vivre. Le fait de voir les gens vivre, c'est incroyablement solidaire, incroyablement, on est ravis, on est emmené sur un tapis volant qu'est le cinéma, c'est, et plus le film est bon, plus il est proche de la réalité, plus on s'identifie, plus on est emmené, c'est fantastique. Mais il y a quand même des films qui m'ont cogné, moi, hein. Il y a des J'ai eu des grosses émotions de cinéma, et j'ai eu 2 grosses émotions de cinéma. C'était L'Incompris de Comencini. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est un film extraordinaire sur un petit garçon qui n'est pas aimé et qui est incompris. Ça te plairait beaucoup Aurélie, je crois. Et puis, heu, le film d'Almodovar, sur les transsexuels, La mauvaise éducation? non. Mmh, C'est Tout sur ma mère, non? non. Je les aime beaucoup aussi ceux-là. Mais non, c'est celui où. C'est les blind tests de Brigitte Fossé. Oh, La Piaghito? Bonjour? Comment? La Pied Pardon? Piaghito?
La Pielle qui habite au Non, c'est un vieux avec film, Banderas. au moins 20 ans. Ma mère, Tout Tout sur ma sur ma mère. mère. Oui, ça m'a alors, je pouvais pas me lever, hein, j'étais vous l'avez vu, Tout sur ma mère? Pas tous. C'est bouleversant, bouleversant. C'est extraordinaire d'aller aussi loin dans l'analyse, de ce qu'est l'âme humaine. C'est-à-dire, l'âme humaine est-elle dans le corps ou est-elle autre chose que le corps? Ça va très, très loin ce film. C'est une espèce de, comment dire? De dissociation entre l'être incarné et le cœur et le corps et l'esprit. Moi, je trouve que c'est un des films dans lesquels, et je viens de le découvrir à l'instant en vous parlant, dans lequel j'ai le plus touché du doigt que l'âme n'est pas le corps et le corps n'est pas l'âme. Et pourtant, l'âme est dans le corps et le corps est dans l'âme. Mais ce sont deux choses complémentaires, qui ne sont pas exactement la même chose. Et pourtant, indissociables. C'est ça l'histoire de Tout sur ma mère, hein, avec la transsexualité, la maternité, la paternité, d'un homme qui devient femme et tout ça. C'est fait avec une, comment dit-on? Heu, une Beaucoup d'amour. compassion. Comment? Beaucoup, beaucoup d'amour. Une compassion de la part d'Almodovar. Moi, je l'adore ce petit monsieur. Je l'ai vu souvent, je l'ai vu travailler quand je suis allée au Festival de Lyon, invitée par Thierry Frémaux. Il nous a mis en scène tous, il a refait La Sortie d'usine, le premier film qui a jamais existé. Il a refait La Sortie d'usine, il est avec nous tous et on jouait tous dedans. Il m'émeut, j'ai une passion pour ce monsieur, vraiment une passion. Je trouve très beau son amitié avec cette magnifique comédienne. Comment elle s'appelle cette belle comédienne espagnole que j'adore, qui est mariée à ce très Pénélope, beau comédien? Penelope Cruz. Comment? Pénélope Cruz. Pénélope Oui, Cruz et oui, leur Javier amitié est Bardem. magnifique amitié. Mmh. Il y a quelquefois des moments comme ça où on se dit vraiment entre une créature et son metteur en scène, c'est comme entre Bergman et Bibi Andersson ou Bergman et Lee Woolman, il se passe un truc, invraisemblable quoi, c'est un transfert inimaginable, c'est presque comme quand un romancier écrit, quand Dostoïevski écrit Les Frères Karamazov, quand il écrit l'Idiot de Dostoïevski, il est à 90% dans le personnage. C'est de cet ordre-là, la relation entre un metteur en scène et son comédien ou sa comédienne. C'est magnifique. On a Et une la dernière question. question, c'est quoi? Alors non, on va vous la dire après, on en a encore quelques-unes, juste, pas beaucoup, pas beaucoup promis. C'est vrai! Vous êtes des vampires, il est 5h05. Ah Non, bah, il est après on 4h05. peut arrêter si Oh, il est après on 5h10. peut arrêter. Non, il est 5h10, oui, Vous allez pardon. jamais pouvoir monter le truc, ça va être trop long. Non, non, on adore, on adore. On a combien de questions? 1, 2, 3, 4, 5, Vous allez 6. faire 3 épisodes. Il reste 7 questions. Alexandre est inquiet là. Il est inquiet, il a peur. Ale Il a eu un coup d'œil, genre: «Mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle nous dit ça tout à coup? Ça m'étonne, c'était pas parti comme ça». Alexandre, il a Il a pas vu du une tout fois envie que de moi je raccrocher, regarde. je pense. Comme Bah, c'est un c'est cheval vous rété. savez quand on passe un bon moment, on n'a pas envie qu'il se termine, donc c'est vrai que voilà, voilà. Alors Allez, on va vite, on va vite. On a une alors question de allons-y. Justine. Oui, Oui, alors vous travaillez beaucoup à la télévision. Est-ce que vous pensez que c'est une expérience différente d'un tournage de cinéma? oui, c'est différent, bien sûr. Heu, c'est différent parce que déjà à l'écriture, le scénario, il y a toujours des développements sans fin, ce qu'on peut dire en 2 minutes au cinéma, on le dit parfois en 6 minutes ou 7 minutes à la télévision. C'est beaucoup plus dilué, je trouve. Peut-être que je me trompe, mais c'est ce que je ressens. Souvent, on propose des coupes, souvent.
Heu, il y a ils veulent être bien sûrs qu'on a bien compris, hein, que le spectateur a bien compris. Mais en fait, le spectateur est très intelligent, il comprend très bien, même les sous-entendus, même, ce que l'acteur ne dit pas, à travers ce qu'il dit, ce qu'il dévoile, ce qu'il cache, ce qu'il fait semblant de révéler pour cacher autre chose. Le spectateur est très intelligent, il a vu tellement d'images maintenant, que quelquefois à la télévision, c'est plus dilué, donc il faut travailler plus intensément, il faut nourrir encore plus, il faut éviter d'ennuyer le monde. Donc évidemment, j'ai autant le trac pour la télé que pour le cinéma. J'ai autant le trac pour la télé que pour le cinéma. Mais souvent quand je travaille pour la télévision, je pense à tous les gens qui sont souffrants et qui peuvent pas quitter le lit ou qui vivent à travers la télé. Et ça me stimule d'une manière incroyable parce que je me dis: «Au moins, ça vaut la peine de se donner du mal parce que ça les fait rêver, ça les emmène ailleurs». En fait, je pense souvent au public. C'est étonnant ça, hein. Quand je fais des télés, je pense beaucoup au public, mais pas dans le sens: «Je vais faire ça pour leur faire plaisir» ou non, dans le sens d'une certaine exigence d'intensité, quoi. Et au cinéma, quand je suis avec un réalisateur, je pense qu'au film. Je pense qu'au film, je pense: «Ah, ça va être bien ça au montage, et cetera», je suis avec le metteur en scène, je pense qu'au film. Donc je filme. Parce que évidemment que c'est pour le public que je travaille, mais faire un film, c'est difficile. C'est c'est vraiment difficile. Raconter une histoire en très peu de temps, je trouve que c'est très souvent, on me donne un scénario à lire, je dis: «Ouais, il est bien ce scénario». Et quelquefois, mon agent me dit: «Mais non Brigitte, c'est pour la télé ça, c'est une bonne télé, c'est pas pour un long métrage». Je trouve ça, dur, très dur de dire ça. Parce que à mon avis, on devait être aussi exigeant pour la télévision que pour le cinéma. Et à mon avis, un bon metteur en scène, devrait pouvoir osciller entre le documentaire, le cinéma, la télé, avec la même exigence. J'ai fait un film récemment pour Arte avec, Xavier Duluc. J'avais une, une participation, j'ai vu le film, j'ai trouvé que c'était un film formidable. C'était pour la télé, mais franchement, c'était un film formidable. J'en ai fait un avec Philippe Harel, avec, Isabelle Carré. Très formidable. Brigitte, je suis en train de me faire D'ailleurs, faut faire attention parce que quelquefois on fait des films pour la télévision, ils sont tellement bons qu'ils essayent de le signaler à Cannes et à un moment donné, il est racheté pour Cannes, c'est drôlement bien. je suis en train de me faire gronder par les jeunes parce que les jeunes me disent: «Mais si, on a encore plein de questions» et moi je leur dis: «Mais maintenant ça suffit, il va falloir arrêter». Ils veulent pas vous Ouais, ouais, tu as libérer, encore des Brigitte. questions, il faut les envoyer boum, boum, boum. Bon, alors on y va vite. Manon, posez votre question, on n'en fait plus que 3 maintenant, allez. Manon, votre micro. Pardon, excusez-moi. Je disais, Oui. votre carrière montre à la fois une grande diversité de rôles et une longévité exemplaire. Quel conseil donnerez-vous à un acteur ou une actrice qui souhaite débuter dans ce métier? Qui souhaitent se lancer ou Débuter dans continuer? non, débuter Débuter? dans le métier. Oui, Oui. Heu, ben, je dirais qu'il faut prendre des cours, mais que c'est surtout pour s'exercer, que c'est bien d'appartenir à un atelier d'acteurs qui se retrouvent régulièrement pour travailler. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'appartenais à un atelier d'acteurs. Quand je tournais pas, j'allais passer des scènes pour m'amuser, comme ça, sans but. Et puis, je dirais aussi que c'est bien d'avoir un autre métier. C'est-à-dire de ne pas faire ce métier uniquement pour vivre,
et d'avoir aussi un autre métier pour vivre, de façon à ne faire que ce qu'on aime et qu'on apprécie et qu'on admire et qu'on estime. Parce que j'ai peur que le fait de faire des mauvaises choses entraîne des mauvaises choses et je crois que le fait de faire des bonnes choses entraîne les bonnes choses. Et j'ai des jeunes comme ça autour de moi qui sont très courageux, qui font des assistanats, des choses comme ça dans des histoires pas très intéressantes et j'ai peur que ça les mène vers des histoires pas très intéressantes et moi je leur conseillerais plutôt, s'ils ont une autre passion dans la vie, d'avoir 2 métiers. Et d'ailleurs, il me semble que c'est le cas pour certains d'entre nous maintenant. Il y en a beaucoup qui ont 2 métiers. On n'est pas obligé de le dire d'ailleurs, on peut le faire simplement, pour rester libre et libre de faire ce qu'on aime et ce qu'on apprécie. Et puis aussi, en Amérique, les acteurs qui travaillent pas, ils sont serveurs dans les brasseries parce ils observent la vie. Je trouve ça formidable quand Stanislavski dit à un acteur ou un metteur en scène: «Ne prends pas le bus comme quelqu'un d'autre». Il regarde chaque personne en se disant: «Qu'est-ce qu'il fait? Quel métier fait-il? Est-il triste? D'où vient-il? Où va-t-il? De quel milieu est-il?» et cetera. Et c'est vrai que je trouve que dans la restauration, c'est formidable, c'est un entraînement formidable pour un acteur et quel que soit le rôle qu'on prépare, il y a toujours des drames qui se passent, des choses drôles, des trucs marrants, il y a 2 endroits où l'observation est étonnante, c'est dans les restaurants et aussi dans les hôpitaux. Parce que même si vous traversez des moments, délicats, il y a les coulisses dans les hôpitaux. Il y a comme dans le théâtre, hein, les coulisses, qui se dit en coulisses entre les gens, le metteur en scène, le chirurgien, le chef de service, qui se passe dans les chambres, dans les couloirs. Passionnant, passionnant. C'est chaque fois des vérités parallèles. C'est très, très intéressant. Pour ça, je crois que ce n'est pas mal d'avoir 2 métiers. Moi, j'aurais bien aimé, enfin, quand j'ai voulu faire ce métier, j'hésitais entre le journalisme, la psychanalyse et l'art dramatique. Et j'étais fascinée par l'écriture aussi. Et puis finalement, c'est la vie qui m'a jetée dans le truc parce que voilà, j'ai voulu devenir indépendante très, très vite et donc j'ai étudié, l'interprétariat et là, on est venu me demander de jouer dans le Grand Monde. Donc j'ai dit oui tout de suite et je me suis dit: «Je l'apprendrai en faisant». Et maintenant, je suis ravie parce que quoi qu'il arrive, je peux faire quelque chose, soit du théâtre, soit de la télé, soit du cinéma, soit des lectures, soit de la musique. J'ai beaucoup travaillé avec les musiciens aussi, j'adore. Mais ça m'aurait intéressé aussi d'être psychanalyste parce que c'est passionnant, mais ça demandait des études assez longues et je pense que je sais pas faire les choses à moitié, donc je préfère faire une seule chose. Mais je donne le conseil de faire 2 choses. Le On monde a aime beaucoup et changé on aussi. voit bien. On voit vraiment que vous aimez pas faire les choses à moitié, parce que là, vous êtes pleinement avec nous déjà depuis 2 heures quasiment et c'est un plaisir. Les jeunes n'ont pas du tout envie de vous quitter, mais je râle après eux. Donc là, on va terminer avec une question de Marie et une dernière question d'Alexandre qui sera la plus compliquée pour vous à mon avis. Mais voilà. Alors, allez Marie, on termine. Voilà, on va terminer par les questions gimmicks de ces rencontres. Donc, Oui? ma question est assez vaste aussi, mais donc vous avez évidemment un rapport cinématographique et cinéphilique à la ville de Cannes, et donc est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote là-dessus? Écoutez, il y a eu des années et des années où je venais à Cannes tous les ans et je me débrouillais, quand je ne travaillais pas, pour assister à tous les films. Pendant des années, des années. Je montais le grand escalier presque tous les jours. J'allais voir les films de la quinzaine de réalisateurs, de la semaine de la critique et c'était, une gourmandise exceptionnelle de cinéma et c'est des souvenirs fabuleux, des conversations avec,
Pierre-Henri Delot, Atahualpa Yupanqui, tous les gens de la quinzaine, les passionnés. Et puis, il y avait aussi cette première fois où je devais monter l'escalier, j'avais le trac, terriblement le trac. Et chaque année, donc, il y avait la première fois. Et j'aimais être là pour l'ouverture. Et donc, chaque année, je me préparais, je préparais mon costume pour monter l'escalier, etc. J'allais chez le coiffeur, je faisais ça. Et puis, dès le lendemain, je montais en jean tous les jours, n'importe quoi. Mais je trouvais qu'il fallait rendre hommage à ce rituel. Je trouve ça sympa. Je trouve que ça, comment dire, ça préserve un peu. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles le Festival de Cannes draine tant de monde, c'est parce qu'il y a encore un peu de rêve et qu'il y a un rituel. Il y a un rituel. Et c'est ce qui permet aussi au jeune cinéma, au cinéma de grande qualité de trouver des producteurs parce que tout le monde y trouve son compte. Et c'est ce que disait Simone Signoret, c'est pas une idée originale. Elle disait ce qui est formidable à Cannes, c'est que il y a les grands arbres de la forêt, il y a les petites pousses, il y a les petits arbres, il y a les buissons, il y a tout, quoi. Et j'espère que ça va continuer. Masqué ou pas masqué. Pour l'année prochaine, j'ai un très joli masque. J'ai déjà, Maïchen Chalet m'a offert un masque. Elle a cousu de ses blanches mains en soie rouge. Très, très beau. Ah bah, j'ai hâte de voir ça. Ah, on a la dernière question, la plus compliquée, celle dont je vous parlais tout à l'heure. Allez, c'est pour Alexandre. Oui? Vas-y, Ouais, Alexandre. la plus compliquée et pourtant qui est la plus simple à dire, c'est pour vous, quel est le plus beau film du monde? Oh! Oh, vous êtes terrible! Ah, mais vous êtes terrifiant! Les temps modernes ou le voleur de bicyclette? Je dis ça comme ça, mais j'adore West Side Story. La Strada. Euh, un seul, un seul, un seul. Oh, quand même, les temps modernes. C'est le premier film que j'ai vu, c'est drôle. Et chaque fois que je le revois, je trouve toujours contemporain, moderne, dénonçant la mécanisation de l'humain. Formidable. Et puis aussi, ce que j'adore, c'est Charlot, quoi, Charlie Chaplin, c'est-à-dire ce personnage, ce SDF élégant, quoi, puisqu'il a l'élégance du cœur et l'invention, la fantaisie, la folie, un génie pour moi. Charlie Chaplin, c'est un génie. Et puis faire rire et pleurer en même temps, bonjour, hein, c'est pas évident, hein. Finalement, les grands films, ce sont ceux qui font rire et pleurer en même temps, hein. Et d'ailleurs, c'est comme ça les films d'Altman, c'est un mariage, Three Women, ça fait rire et pleurer en même temps, c'est génial, hein, j'adore Altman. Heu, Almodovar, ça fait rire et pleurer en même temps. Heu, oui, Fellini aussi, hein. Ah, Wenders aussi, c'est un grand cinéaste, Wenders, très grand cinéaste. Et puis les grands cinéastes russes, drôles et émouvants. Mmh. Mais je reste sur les temps modernes parce que y a rien à dire. Il y a rien à dire. Qu'est-ce que vous voulez enlever? Pas un plan, rien. Il y a même de l'amour dedans. Merci beaucoup, Brigitte. Merci pour votre Merci à générosité. vous. Merci, Vraiment. merci. Merci, merci pour ce Merci temps. pour votre présence et merci pour la pertinence de vos questions et merci pour la profondeur de vos questions. Vraiment, vous êtes sympa. Merci beaucoup, hein. Je le Merci dis à vous. toujours. Merci à Merci à vous. vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci.
à Merci. Marie, Alexandre, Elliot, Lucille et Manon. Merci à Grégory pour la technique et Brigitte Fossé, notre magnifique invitée d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre lumière aussi dans vos yeux qui pétillent, on l'a vu. Donc c'est formidable de vous avoir avec nous. À très très bientôt, Bon j'espère. courage à vous, continuez bien. Continuez bien. À bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.